Ouais, ok. On va partir à l'enregistrement parce que sinon on va brûler du stock. Faut pas être intéressant à l'avance. Exact. Faut enregistrer, sinon on brûle du stock pendant qu'on se jase avant que ça enregistre. Fait que j'étais avec Gabriel Artaud, Curieux Rimard, épisode, je vais l'appeler Sociologie. Mais là, juste avant qu'on commence, je t'ai demandé ton titre, c'est sociologue, puis là, tu m'as dit, attends, il n'y a pas de gros job qui s'appelle comme ça, genre. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, comme sociologue, tu fais des études en sociologie, mais après ça, il n'y aura jamais comme sur ton bureau, mettons, Gabriel Artaud, sociologue, genre. Il y a comme 8 personnes qui s'appellent le même. OK. Puis ces 8 personnes-là, c'est des profs d'université, mais après ça, tu sais, comme t'es chercheur ou comme professionnel ou tu sais, il y a personne qui t'engage comme bonjour, nous cherchons un sociologue, tu sais. Carrément. C'est fait que techniquement, je suis formé en tant que sociologue, mais tu sais, mettons, en ce moment, je suis un modérateur de recherche. C'est ça mon titre officiel. OK. Je vais mettre les gens en contexte. Je t'ai rencontré, la semaine passée, officiellement? Ouais. Je t'avais rencontré une semaine avant dans un autre show, mais on s'était pas parlé. Parce que je te filais. non, c'est juste parce qu'on était tous occupés puis qu'on courait partout. Donc, je t'ai rencontré la semaine passée après un show et là, je t'allais prendre un verre avec toi et avec Andy Sequeira qui était sur le show que je faisais. Et là, on a commencé à jaser, puis on a vraiment eu du fun. Puis là, tu m'expliquais, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis tu as commencé à expliquer ce que tu faisais. Puis j'ai fait, oh shit, j'ai plein de questions. On a jasé plein d'affaires. Puis c'était malade. Il y avait plein d'affaires qui ont sorti de cette discussion-là, dont la phrase, savais-tu que la société produit le même nombre de suicides à chaque année, même si c'est une décision individuelle, il y a tout le temps le même nombre de suicides. J'étais comme, OK, là, il faut que je t'invite au carré de sable pour Curieux Rimard. Je veux que tu me jases de sociologie. C'était fucking intéressant. Fait que t'es étudiant en sociologie, ouais. T'es pas ce titre-là. Là, le titre que tu portes en ce moment, c'est, tu m'as dit? Modérateur de recherche. T'sais. Modérateur de recherche. Nous, on n'a pas d'ordre professionnel. Là. Comme pas, genre, c'est pas comme les médecins où pour être médecin, t'es comme dans l'ordre des médecins ou l'ordre des ingénieurs où il y a personne qui check si t'es un vrai sociologue à la fin de la journée. Là. Fait que, OK. Fait que tu peux nous bullshiter puis. Je peux 100% vous bullshiter pour faire ouais, je suis un sociologue officiel. Puis, OK. J'ai une distinction la Société canadienne de sociologie. Eux, ça doit être des vrais sociologues, là. Fait que j'en rendu là. Si on a le stamp of approval, ça doit être vrai. OK. Puis ça consiste à quoi exactement les études en sociologie? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers et qui pourraient pas te le dire. Mais sensiblement, comme la socio, c'est comme un peu un brin de toutes les sciences sociales. Fait que, tu sais, comme on voit de la psycho, on voit de l'économie, on voit du droit du travail, on voit, tu sais, ça va vraiment large. Okay. Sensiblement, là, ce que ça fait, c'est l'analyse de regroupements sociaux, fait que de regroupements d'humains. Comment ça fonctionne quand on est plusieurs. Puis les secrets, là, nous, on est des sociologues, fait qu'on dit que tout est social, fait que même quand t'es tout seul, t'es à l'intérieur d'un groupe. Okay. C'est pour ça que quand t'es un gars, même si t'es tout seul aux toilettes, tu pisses debout. Okay. C'est parce que t'es un gars, même quand t'es tout seul, tu sais, puis tu veux pas porter le poids de pisser assis. De pisser assis, tu sais. OK, mais dans le sens de t'es en groupe, même quand t'es tout seul, dans le fond, tout ton environnement a eu un impact sur toi, ce qui fait que même quand t'es seul, t'es le produit de ton environnement. Genre. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on dit, tu sais, ouais, ça existe pas vraiment, tu sais. Là, je vais aller deep tout de suite, là, mais tu sais, genre, mettons, on revient comme dans Siècle de lumière, il y avait comme Rousseau qui avait son thought experiment qui disait comme l'homme à l'état de nature, là, qui est genre, c'est qui, s'il y avait pas d'environnement, là, si t'étais, qui tu serais, c'est comme une question qu'on se pose. Mais nous, notre vision de ça, c'est bon, ça existera pas, tu sais. Ouais. Faudrait genre ou laisser un enfant dans la nature. Pis, regarder ce qui se passe. Ouais, puis c'est pas particulièrement légal. Ouais. Puis en plus pour que ce soit idéal, il faudrait qu'on envoie, mettons, une paire de jumeaux, genre un dans la nature puis un dans la vraie vie, genre. Puis pour avoir un écart des données à comparer. Ouais, fait que c'est ça. Fait que nous, notre job, c'est un peu de regarder comment est-ce que d'être dans un groupe ça influence les personnes. Puis là, ben après ça, on a des spécialités selon les types de groupes. Mettons, moi, tu sais, j'ai beaucoup étudié en sociologie du travail, fait que c'est tout ce qui était organisation, des corporations, des bureaux. J'ai travaillé pour le réseau de la santé, comment ça marche, ce genre de choses-là. Fait que... OK. Puis quand, justement, mettons, spécifiquement dans le droit du travail, là,
c'est quoi que tu as remarqué? C'est quoi les affaires que les gens savent pas par rapport au travail? Y a-tu toujours une organisation hiérarchique qui se fait? Oui, au niveau des postes, mais même à l'interne, entre les employés. Va-tu toujours avoir des groupes qui se forment? Va-tu toujours avoir du coruminage? Va-tu toujours avoir genre des trucs comme ça? Tu as la bonne intuition. Parce que le secret, un peu, c'est que tous les groupes s'organisent à peu près de la même manière, tu sais, comme on a toutes les mêmes tendances de, tu sais, genre, je peux t'assurer que, mettons, le milieu de l'humour, ça fonctionne exactement de la même manière que, genre, un club de soccer, tu sais, au sens où tu vas avoir tous les groupes se retrouvent autour de ce qu'on appelle les ethos, là. C'est genre, sensiblement des espèces de piliers de valeurs ou des visions, là. Fait que, tu sais, si je te parle en humour de nommer, genre, différentes visions de, OK, ouais, ben, il y en a qui doivent, le but, c'est de vendre le plus de billets, t'en as qui sont là plus pour la pureté de l'art, un rire, c'est un rire, non, ça prend un message, toutes ces questions-là, là. Mais c'est ce qu'on va dire, on va appeler ça des ethos. Fait que c'est comme des espèces de piliers dans ton milieu autour desquels les gens gravitent. Comme les clics, là, si on veut, là, tu sais. Okay. Ouais, c'est ça, c'est des clics, mais c'est des clics qui sont orientés autour d'une valeur ou d'une philosophie commune. Exact. Puis, je suis pas là pour hanter des noms dans le milieu de l'humour. Non, dans le sens où, je suis pas mal certain que, puis même à l'école, tu dois avoir des affinités de gens qui, ouais, c'est pas mon genre, c'est pas mon style, ou, ouais, cool, mais c'est pas pour moi. T'as du monde carriériste qui sont prêts à faire n'importe quoi, t'as du monde qui sont comme, moi, je suis un puriste, je ferai jamais telle ou telle affaire. Puis ça, c'est des choses qui sont appelées à changer aussi avec le temps, là. Ouais, parce que l'affaire aussi, c'est même partout, mais ça veut pas dire que ça a à l'être, là. C'est un peu ça aussi qu'on travaille, nous, quand on arrive dans les organisations. C'est un peu de faire c'est la tactique arrivée en extraterrestre. OK. Puis je pense que vous faites la même chose en humour aussi. Des fois, c'est de regarder le monde comme si t'en faisais pas partie, là. Ouais, ben oui. Prendre du recul. Ouais. Exact. Mais nous, c'est ça. T'arrives comme un extraterrestre dans une organisation, puis tu te dis, si je connaissais rien du travail, qu'est-ce que je comprendrais de ça? Fait que là, ça te permet d'avoir un regard un peu plus détaché sur tous les aspects de tradition. Là, comme pourquoi on fait ça? Ben, on a toujours fait ça. Puis là, tu fais, ouais, y a-tu une raison? Puis là, ben, là, tu décortiques la patente, puis là, tu te remarques que, ouais, ben, c'est parce qu'il y a genre, mettons, je sais qu'au Château Frontenac, il y a des postes de directeur, mettons. C'est un bon exemple, là. Pas de directeur, c'est genre directeur du personnel à la réception, t'en as d'autres, l'entretien, tout ça. Mais quand tu regardes les rémunérations, le poste de directeur à l'entretien est payé moins cher que tous les autres postes. Puis tu fais, OK, mais pourquoi? Puis là, tu fais, mais si on remonte dans le temps, c'est parce que ça a toujours été un poste occupé par les femmes. Ouais. Fait que quand ils faisaient l'ajustement, même il y a 50, 60 ans, ben, ça partait d'un salaire qu'ils avaient offert à des femmes. Fait que là, t'es là aujourd'hui, même si c'est un homme qui occuperait la fonction, ben, ce que t'as dans les faits, c'est un homme qui vit de l'impact du masculinisme puis de genre la misogynie qu'il avait, parce que techniquement, la raison pour laquelle son poste est là, c'est parce qu'il y a de cela 50 ans, c'était tout le temps les femmes qui l'occupaient, puis ils n'ont jamais fait une rétroaction de « Ah ouais, OK, c'est pour ça que c'est payé moins cher », même si c'est la même job que les autres. T'sais. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un enjeu structurel? Oui. Ouais, ça, on en parle beaucoup, hein, au système, structure, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est le genre d'affaire que, pour être super honnête, puis j'ai pas peur de l'être dans le cadre, c'est que c'est souvent des affaires que je porte pas attention tant que ça parce que je trouve tout ça lourd. ouais, ça, to be fair, c'est lourd. Absolument, je trouve ça tout ça lourd. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un, puis tu sais, tout ce qui est les termes de privilège, tout ce qui est les mots à la mode woke, là. Et j'en parlais avec un gars justement qui est super woke, puis il m'a amené un argument qui était super intéressant pour me dire, parce que j'ai dit, ouais, je trouve ça super lourd, fait que je dois t'avouer que moi, je regarde pas ça, puis je fais mes affaires, puis il m'a dit, il dit ça, c'est un exemple de ton privilège. Il dit, c'est, toi, t'es capable d'ignorer ça, puis ta vie change pas parce que ça t'affecte pas. Fait que c'est ça le privilège que t'as, tu sais. Ouais. C'est la première fois que je faisais, je viens de comprendre c'est quoi cette notion de privilège-là. C'est que moi, je peux m'en foutre, puis ce soit pas grave. Ça n'a pas d'impact direct sur ta vie, ouais. Exact. Fait, j'ai fait, OK, cool, je viens de comprendre, fait que je vais faire un effort pour justement regarder plus ça. C'est pas que je m'en sacrais, c'est juste que, étant donné que c'est lourd, j'ai tendance à juste comme faire, vous m'énervez. Mais que ce soit réglé, donnez-moi la réponse, puis je vais m'ajuster à cette réponse-là. Pendant que vous cherchez, je veux pas t'entendre parler. C'est super égoïste, là, tu sais. Ben oui, mais en même temps, tout le monde est de même. Tu sais, c'est le réflexe. C'est pour ça que tout le discours autour de... Puis même nous, tu sais, moi, c'est la première recherche que j'ai faite, c'était un petit peu avant le temps, là, c'était sur le racisme
mais la discrimination raciale à l'embauche. Fait que, tu sais, c'est Ok. comme quand tu t'appelles Mohamed, est-ce que c'est plus difficile de te faire embaucher que quand tu t'appelles Thomas, tu sais? OK. Puis comment tu conduis une étude comme ça? C'est une très bonne question, ça. Ça, c'est un peu le travail invisible de recherche, parce que tout ce que tu entends, c'est une recherche dit, tu sais, à Radio-Canada, puis les gens, ils disent que genre le brocoli cause de cancer du côlon, ou je sais pas trop, là, puis tu fais OK, cool. Mais il y a tellement de travail avant même de juste commencer à faire la recherche, tu sais. Fait que nous, mettons, ce qu'on a fait, c'est on envoyait des paires de CV. Fait que t'envoies à la même entreprise un CV de la part, mettons, de Thomas, un autre de la part de Mohamed. Puis, ben, tu fais ça des centaines et des centaines et des centaines de fois. Puis à la fin, tu compiles tes données puis tu fais qu'est-ce que la disparité. Sauf que ça, c'est comme la version hyper épurée, mais avant d'arriver à ça, tu fais OK, mais comment je m'assure que, par exemple, ma statistique est valide? Fait que si j'envoie 2 CV mais qui sont pas équivalents, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vraiment dire que mes données sont bonnes? Ouais. Ah, OK, ben là, ce qu'on a fait, c'est on va alterner chaque fois si on envoie, mettons, le CV A avec Thomas une fois, puis le CV B avec Mohamed cette fois-là aussi, ben là, l'autre fois, on va interchanger. On va prendre A et B pour s'assurer que même si on a conçu en travaillant très fort, en parlant des gens de RH, de genre le CV le plus équivalent possible pour la même job, ben pour s'assurer que malgré ça, il n'y a pas de biais, ben on alterne entre les 2 CV. Okay. Après ça, par exemple, on doit faire un comparatif. Est-ce que c'est... On se pose la question, chemin du privilège. Est-ce que c'est correct dans OK, Tom puis Mohamed, mais quand je veux comparer Tom puis mettons Fatima, est-ce que je devrais comparer Chantal et Fatima? Si oui, quelle raison? C'est tous ces genres de réflexions-là qu'on se pose avant, puis ça, c'est quand même souvent 2 à 3 mois de juste lecture, préparation, de prendre tes idées, t'es mets au milieu de la table, tout le monde te défonce, dans le fond. C'est vraiment ça. Tout le monde brise tes idées autant que possible. C'est ça le processus un peu scientifique qui est invisible. Ouais. Puis qui est vraiment fâchant quand tu reçois des messages après ça quand tu publies ta recherche. C'est comme, mais vous avez rien pensé, puis ça veut rien dire vos stats. Puis t'es comme, man, j'ai passé 3 mois à regarder genre tous les fucking livres, puis toutes les recherches sur le sujet. Fuck you. Ouais, fuck you, ça veut rien dire. Fuck you, ça veut rien dire. Tu sais, je peux t'expliquer chacune des décisions en détail, puis chaque heure qu'on a mis là-dessus. Puis c'est ça qui est tough aussi à comprendre parce que je pense, puis même moi quand genre je regarde une recherche sur genre la physique, je suis comme qui est cool, tu sais, puis je me pose pas plus de questions que ça parce que c'est pas mon domaine, tu sais, puis la sociologie c'est pas le domaine de la plupart du monde. Fait que ça aussi c'est un travail que nous on doit faire de faire comprendre c'est quoi, tu sais. Parce que ben, sinon c'est sûr qu'on va se faire envoyer chier en dessous des articles de journaux quand on publie des affaires de même. Là. Ce qui nous est arrivé, là, tu sais. Ben, c'est sûr. Écoute, mais tout ce qui est transfert de connaissances, je veux dire, la science a ce devoir-là en général, parce que de toute façon, l'écart entre la population et la science en général se creuse drastiquement. Puis je comprends pourquoi aussi. Je veux dire, la science, c'est complexe. Fait qu'il faut que ce soit volontaire comme écoute, il faut que ce soit engagé comme lecture, il faut que tu fasses tes efforts. Puis même là, moi, j'ai beau lire tout, j'ai pas la formation pour caler la bullshit s'il y en a. Ouais. Fait que c'est comme ça prend un expert pour te dire oui, c'est bon. Puis t'es comme ouais, mais comment je fais pour savoir que tu me mens pas? C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile là, que la population de tisser un lien de confiance avec eux autres. T'sais. Exact. Puis en même temps, c'est notre job aussi parce que tu sais, quand là, on a parlé un peu de tout l'aspect parler de systémique, puis tout ça, structurel, puis tous les gros mots, puis genre. Tout le monde est fâché à propos de ça, peu importe dans quel canté, tout le monde est en colère constamment. Mais tu sais, je pense qu'il y a un travail aussi de notre bord. En tout cas, moi, dans mes années, c'est ça qui me marquait beaucoup de genre. J'ai l'impression des fois que on est porteur de ce message-là qui, je pense, est vrai. Sur il y a du racisme systémique, il y a des problèmes structurels dans le réseau de l'éducation de la santé. Mais on dirait qu'on est fâché après les gens de ne pas avoir déjà tout compris ça, alors que nous, il y a 1 an, on n'avait aucune idée de c'était quoi, tu sais. Ouais. Tu sais, comme moi, je me rappelle là, mon premier cours sur l'étude des genres, puis qu'on s'est mis à lire Judith Butler, puis Guillaume, puis whatever, tu sais, comme qui ont basically été les pionnières de cette histoire-là. J'avais aucune idée de c'était quoi 1 an avant, tu sais. J'avais entendu parler de féminisme, pour moi, ça voulait dire, ouais, ben les femmes ont le droit d'avorter, tu sais, puis j'étais un kid, tu sais. Puis là, on dirait que j'étais dans la classe avec ces gens-là qui apprennent ça en même temps que moi. Mais 2 mois plus tard, on est comme dans la rue à envoyer chier du monde qui n'ont aucune idée de ce dont on parle. T'sais. Ouais. Puis là, le problème aussi. C'est comme la personne qui apprend le nouveau mot puis que là, elle plug dans toutes les conversations. Ouais. Je comprends, c'est un réflexe de
Ouais, c'est nouveau, puis t'es comme, ou quelqu'un qui découvre c'est quoi être vegan, là, puis que là, il se met à, hey, mais là, comment ça se fait que tout le monde n'a pas déjà allumé? T'es comme, parce que tout le monde n'est pas toi, là, ils ont pas. Oui. Ouais, mais c'est sûr que c'est tough. Puis là, puis je veux juste pas qu'on se par Pétro, je veux qu'on revienne à l'affaire du travail quand tu me parlais tantôt, quand on est parti ça. Ben non, excuse-toi pas, c'est moi qui t'ai amené là, sur le structurant, là. C'est que toi, c'est ça, au travail, même si t'avais un homme, entretien ménager, directeur, il paye pour. Dans le temps où c'était historiquement donné à des femmes, il était payé moins cher. Fait qu'on on vit encore les conséquences de ça. Puis ça, c'est des affaires qui traînent, j'imagine, dans plein milieu de travail à différents niveaux. Oui, c'est ça. Puis c'est là où les gens disent structurel. Puis quand on dit genre, mettons, c'est pas plein d'individus racistes. C'est comme une société raciste ou des affaires de même. Mettons ça, cet exemple-là est parfait. Là, c'est juste tout le monde a juste augmenté le prix à l'inflation mettons, pendant X nombre d'années. Mais c'est juste que jamais personne s'est posé la question de pourquoi c'était moins payant que les autres. C'est juste, ils ont continué à faire le truc comme d'habitude. Puis, ben, la conséquence, c'est que c'est juste, il y a personne d'anti-féministe là-dedans. Il y a personne qui est comme, non, les femmes, les méchantes femmes, c'est juste, ils ont juste continué à faire le truc, puis ils n'ont jamais posé la question. Fait qu'on est 50 ans plus tard, on a des résultats où, ben là, finalement, même si un homme a le poste, ça va quand même, il va quand même payer ce truc-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est pas vraiment. C'est pour ça que les gens, des fois, se sentent attaqués aussi. Ben non, mais là, c'est un homme, puis tout ça. Puis tu fais, ouais, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de regarder c'est quoi un peu l'héritage de ces décisions-là qui ont été prises il y a de cela vraiment longtemps, mais qui finalement restent encore un peu de manière fantôme. Tu sais, comme un membre fantôme. Là, on a coupé de quoi, mais il y a encore une certaine douleur. Ouais. Puis elle est là, tu sais. C'est tough à comme avoir cette discussion-là avec le monde, parce que c'est comme, le premier réflexe, c'est, ben, fuck you, je suis pas sexiste, je suis pas misogyne, je suis pas raciste, je suis pas. Puis c'est le premier réflexe parce que dans le fond, on est des êtres humains puis on est sur la défensive littéralement 99% du temps. C'est comme on a 1% de clarté à la fin d'une soirée autour d'une bière puis on est comme fuck, je suis une mauvaise personne. Puis tu t'arrêtes de penser à ça. Puis tu continues de te battre. C'est ça. Ouais. Ah non, il le mérite. Mais je comprends. OK, fait quoi? Fait que tout ça est très, très valide. Fait que c'est d'étudier justement les. Fait qu'il y a une dose d'histoire aussi là-dedans, j'imagine. Il faut vraiment que tu sois au courant. Je pense que je te dirais qu'en sociaux, c'est pas mal l'un des aspects les plus importants. Là, à connaître ton histoire bien, puis de la connaître de pas juste un angle aussi, c'est un peu ça qu'on apprend. Comme toutes les questions de genre, on n'a pas appris les bonnes affaires sur les Autochtones quand t'es enfant, ben ouais, si tu vas avoir une réflexion sur l'histoire, t'as effectivement pas vraiment le choix de les pensionnats, c'était il y a 2 minutes de ça, c'était vraiment il y a pas longtemps, là, puis comprendre d'où ça vient, puis que c'était pas juste genre des gens avec qui on faisait du troc, puis c'était chill, t'sais. Puis là, tu peux mieux comprendre comment s'est installé justement les pensionnats, puis comment ça s'est passé des réserves, puis la loi sur les sauvages. Puis là, tu fais c'est ça toute la structure. Puis là, tu te rends juste compte que ce jeu de domino-là, c'est pas arrêté la seconde où on s'est dit non, les Autochtones sont nos égaux. T'sais. C'est un peu ça, c'est de comprendre que tout est un jeu de domino, puis c'est pas parce que, mettons, légalement, on a changé les choses que le domino a arrêté de tomber. T'sais. Il y a aussi un pan qui est culturel. C'est souvent ça un des débats, c'est comme quand on parle, mettons, il y a eu la deuxième vague du féminisme, puis il y a une troisième vague, puis les gens sont là, fuck you, on a terminé, me semble. T'es comme, la deuxième vague, c'était l'aspect légal. Sur papier, les femmes sont légales, les hommes, t'as pas le droit de pas payer à travail égal une femme qu'un homme, pas le droit de payer différemment. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les résultats, puis comment ça continue, ces dominos-là sont plus subtils, mais ça continue à tomber, puis il faut qu'on soit aussi capable de le voir. Puis techniquement, ça, c'est notre job comme sociologue, c'est de faire regarde, ça continue à tomber, mais de cette manière-là. Puis c'est juste c'est des dominos transparents. Fait que c'est comme pas l'idéal. Ah, mais c'est magnifiquement bien expliqué. Là. Fait que là, toi, tu as travaillé au milieu du travail et tout ça. C'est quoi les études précises que tu as faites? Mettons, l'étude qui est ressortie le plus, ça a été notre la question de la discrimination à l'embauche raciale, si on en parle encore. C'était quoi les résultats de tout ça? Spoiler alert, c'est vraiment plus tough de trouver un job quand t'es Mohamed que quand t'es Thomas. Mais ce qu'on a appris était intéressant, par contre, c'est Mohamed, dans le fond, il se fait rappeler à peu près, pour chaque fois où Thomas se fait rappeler, mettons, Mohamed se fait rappeler 50% du temps. Fait que c'est legit comme 50, mais c'est moins pire pour Fatima. Fait que ce qu'on a appris, c'est que c'est plus facile de trouver une job comme étant une femme. Nous, on appelait ça une ethno-raciale musulmane, arabe, là, parce que les gens ne sont pas capables de faire la distinction. Fait que nous, on peut pas dire, ils sont
sont racistes envers exactement ce peuple-là, parce que dans l'imaginaire collectif, arabo-musulman, c'est comme la même chose. Ouais, je comprends. Ouais. Puis une des hypothèses qu'on a, c'est qu'il peut avoir dans le fond, l'idée que les gens se font de l'archétype, mettons, de la femme musulmane ou de l'homme musulman est différent, puis il va y avoir une idée d'obéissance puis d'intégration de la part de la femme, mais une idée de genre opposition, puis tu sais, l'image presque plus du terroriste qu'on peut avoir qui s'oppose à l'homme, fait que le réflexe n'est pas le même, tu sais. OK. Mais ça, c'est le genre de truc qu'une fois que tu fais ta recherche, tu fais ces hypothèses-là, mais après ça, si tu veux vraiment les vérifier, ben là, faudrait qu'on aille chercher encore plus, puis là, faire de l'entrevue sur le terrain, puis ce genre de truc-là, puis là, ça demande encore plus de budget, mais c'est le genre de truc, chaque recherche un peu mène à d'autres questions qui va vaguer entre, dans le fond, les stats, puis qu'est-ce que les stats veulent dire, d'où ils viennent, puis pourquoi ça fonctionne de même, tu sais. Fait qu'on peut te confirmer que de la discrimination raciale à l'embauche, tu sais. Mais je peux pas te dire exactement pourquoi. OK. Parce que c'est deux recherches différentes. Est-ce que c'est ça la différence entre du quantitatif puis du qualitatif? Wow, man. T'as fait tes recherches, man? Non, j'ai juste jasé un soir. Je t'écoutais parler, puis je faisais comme, OK, ce mot-là. Je fais, OK, je pense que ça veut dire ça. Quantitatif, dans le fond, avec les chiffres. Okay. Fait que c'est souvent, c'est des larges groupes, là. Fait que, tu sais, quand à la maison, si vous faites votre recensement, merci. Parce que c'est nous qui utilisons ça, là. Fait que genre, big thanks. OK. Puis ça, c'est des grands chiffres, là. Ça, c'est comme quand t'as des populations globales, là, tu fais tes formules statistiques, puis tes manières de faire, puis tes procédés. Puis ça, c'est bien cool, le geek out là-dessus. Mais le qualitatif, ce que, mettons, moi, j'ai plus fait, c'est plus d'aller directement sur le terrain de ce que tu observes. Fait que, mettons, moi, dans les milieux de travail, dis-je. Puis là, d'aller jaser au monde. Fait que là, tu vas jaser avec tes gestionnaires, tu vas jaser avec les cadres en haut, les employés, puis là, tu commences à te faire une espèce de idée générale à travers le plus possible d'entrevues de comment ça fonctionne, c'est quoi les forces qui sont là, c'est quoi justement, tu parlais de hiérarchie, il y en a des formelles, il y en a des informelles, il y a des traditions nommées, il y en a qui sont pas nommées, ce genre de truc-là, puis là, tu commences à dresser un portrait grâce aux gens qui le vivent, tu sais. OK. Fait que ça, c'est plus qualitatif. Des traditions informelles, formelles, puis de la hiérarchie informelle, c'est quoi des exemples que tu as? Parce que là, je me dis qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui ont des jobs, puis je veux juste leur donner des points de référence pour qu'ils fassent comme « Oh shit, ça. » OK. Tradition formelle, tous les matins à 9h, on a notre meeting stand-up, mettons. Faut que tout le monde se signe, on se parle de la job, c'est ça qui lance la journée. Cool, ça c'est une tradition, c'est formel. C'est pas vraiment dans ton contrat de travail, mais c'est quand même traditionnel. OK. Tradition informelle. Comment tu gères un conflit à la job? Est-ce que tu bitches ton collègue dans son dos? Est-ce que vient techniquement une tradition informelle? Parce que si c'est la meilleure que tu as d'avoir de souffler ou de blow off the steam, c'est ça que ça devient. Puis là, puis des fois aussi, ça peut être super bénéfique. Là, ça peut être au contraire quand on se fait chier par le cadre qui est comme basically Dieu dans les nuages, qu'on n'a aucune idée de c'est qui, puis que genre, peut-être que nous, on en jase entre nous, puis on trouve des solutions, puis c'est informel. Puis on s'adapte, mais c'est qu'on a créé ces habitudes-là. OK. Ça peut être jaser à machine à café, ça peut être tous les mardis, techniquement, on va prendre une bière après la job. C'est tous ces aspects-là qui n'ont pas l'air de vraiment faire partie de ton emploi. Parce que c'est pas dans ta description de tâche, c'est pas dans ton contrat, c'est pas. Mais dans les faits, comme groupe social, la meilleure que tu as une cohésion, c'est ça. Des fois, c'est ce qui est même de plus important. Il y a du monde, dans les recherches, ce qu'on trouve, il y a du monde pour qui la job que tu fais à proprement parler, c'est pas tant important. T'sais. Que tu remplisses un fichier Excel, que tu montes des chapiteaux, whatever, la job à faire est moins importante qu'avec qui t'as fait, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est beaucoup ces analyses-là qui sont regarder ce qui a l'air anecdotique, mais qui finalement devient hyper important dans la vraie vie. Là, okay. Pour l'humain. Fait que c'est pour ça que les cadres ont tendance à organiser des parties de bureau, puis des comme tu sais, moi je fais des corpos de Noël là, en tant qu'humoriste. Je m'en vais me faire garrocher dans leur party où ils sont tous sous, sont tous ensemble, puis tu sais, c'est leur journée de l'année où ils se font payer un party. T'sais. Ça, c'est-tu un effort fait de la direction pour justement aider la cohésion du groupe, aider à juste comme slacker un peu, puis avoir des employés plus heureux, donc éventuellement plus productifs?
Ouais, puis ben, je pense que tu touches exactement au nœud, là. Plus heureux, donc plus productif. Puis c'est bien une chose que tu apprends quand tu travailles en organisation, tu travailles, la plupart des patrons pensent à ça, en premier lieu. C'est quoi comment je fais pour que ça soit plus productif? Uh-huh. Puis assez ironiquement, c'est souvent ce qui fait que les gens sont moins productifs. C'est très... tu sais, toutes les recherches qu'on va passer ces jours-ci là, sur, mettons, la semaine de 30 jours. Mm-hmm. De 30 heures, pardonne-moi. La semaine de 30 heures, puis là, t'es comme, mais ils produisent encore plus qu'avant quand ils faisaient 40 heures, puis tu fais, mais ça fait aucun sens, ils faisaient rien avant, tu sais. Puis là, tu fais, ouais, mais la productivité, c'est que c'est pas comme 1 plus 1 égale 2, là, tu sais. C'est pas genre, si j'ai 1 heure, je fais exactement X% de travail, puis si j'ai 2 heures, je fais exactement le double, tu sais. C'est vraiment pas comme ça que l'humain fonctionne, tu sais. Puis que ce soit en travail manuel ou en travail créatif, là, tu sais, je suis pas mal certain qu'il y a des moments d'écriture où c'est vraiment plus pertinent que d'autres pour toi, tu sais. Oui. Ils sont très rares. Voilà. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est de même aussi, puis on est tous comme ça. Puis le secret, c'est que un des gros fléaux, tu sais, comme on parle de burn-out, là, dans les stats, ce qu'on découvre, c'est que un des gros fléaux, c'est, oui, il y a le burn-out en faire trop, mais il y a le burn-out qui se crée aussi par présentéisme ou par absence de sens de ton travail. Puis ça, c'est comme moins compris. Puis c'est l'idée de, justement, là, ça fait comme 2 heures que tu fais plus rien à la job. Puis le présentéisme, c'est, ouais, mais je dois rester. J'ai 40 heures à faire, j'ai punch in, punch out. T'sais. Dans les faits, il n'y a personne qui gagne à ce que ton jeudi, il est rendu 2 heures, tu regardes justement ton fichier Word, puis tu dois remplir je sais pas quel formulaire, puis tu fais juste cligner des yeux, puis tu es fatigué, puis qu'est-ce qui va se faire? Mais tu dois puncher out à 4 heures ou à 5. T'sais. Fait que tu finis là. Puis c'est ce qu'on appelle le présentéisme. T'es présent de corps, mais pas d'esprit. Techniquement, c'est de la perte de temps et pour l'employeur et pour l'employé. Puis quand on parle de ces semaines de 30 heures-là, c'est souvent ce qui se passe, c'est que là, tu finis, puis ben là, tu peux aller vivre ta vie, tu sais. Puis ça, vivre sa vie, c'est encore plus reposant que de dormir. Parce que tu as un sens, tu t'énergises dans le fait de je peux voir mes enfants, j'ai le temps d'aller à l'épicerie sans que je sois en crise de ne pas pouvoir entrer jouer sur ma Switch. Tu sais. Okay. C'est cet espace-là je pense qu'on essaie d'un peu de se réclamer de notre génération, de repenser le travail, puis les gens font ils sont paresseux, puis t'es comme non, c'est juste qu'on est purement idiots de faire ce qu'on fait en ce moment. Ça marche juste moins bien que le reste, puis à peu près toutes les recherches tendent vers ça. Puis là, on tombe un peu dans aussi le travail de la recherche comme ben oui, ça c'est la vérité, ça fonctionne, puis là, ben t'as la tradition qui fait mais ça n'a jamais marché de même, pourquoi on changerait? Ouais. Puis ça, c'est un des grands nœuds de la science en général, là, je pense. Là, mais est-ce que, puis là, je vais faire un lien, mais go for it. Tu sais, je sais qu'il y a des secteurs économiques ou d'activités, là, de certains types d'activités de business qui sont souvent à l'avant-garde dans la façon de faire les choses au bureau. L'industrie du jeu vidéo en étant une, qui est reconnue pour adopter rapidement des façons de faire différentes juste pour essayer des trucs. Puis toi, maintenant, tu travailles en jeu vidéo. Oui, exact. Ouais. Moi, je suis chercheur chez Ubisoft Québec depuis bientôt 1 an. Là. Ouais. Est-ce que ton choix a été motivé d'une quelconque façon par le fait que justement, ils ont une vision beaucoup plus ouverte sur les conditions de travail et la façon de faire les choses? Moi, je suis arrivé... je suis pas arrivé à un bon moment d'Ubisoft. C'était genre, il y a eu une crise en l'été 2020. Oui. Harcèlement sexuel et harcèlement psychologique au travail. Fait que moi, je suis arrivé juste après ça. Genre, il y avait eu on était comme dans un moment où tout le monde marchait sur des œufs, des grands questionnements. Puis moi, j'ai vraiment été chanceux parce que littéralement 3 jours après mon arrivée, nous, on a une nouvelle DG à Québec, en la personne de Nathalie Bouchard, qui est justement, elle comprend le travail comme ça. C'est des humains qui travaillent. C'est pas des. Tu sais, la différence entre c'est un humain qui est à ma job versus une ressource humaine. Mm-hmm. Puis elle est arrivée avec cette mentalité-là de OK, on a eu, mettons, un horaire d'été où, aux 2 semaines, notre vendredi était off. T'sais, OK, ben, c'est l'été. En plus, c'était la COVID. Vous avez rien fait de votre hiver. C'était horrible. Là, les conditions s'allègent. Le vaccin est là. Hey, faites juste prendre votre vendredi off. Puis, tu sais, ce qu'on a vu, c'est ça n'a pas vraiment ralenti la production, tu sais. OK. Ça a été super bénéfique. Tout le monde était comme reposé, puis en forme, puis avec... Fait que, tu sais, nous, on rentre aussi, tu sais, nous, mettons, on a une directrice générale qui est vraiment
protectrice de ses employés, tu sais. OK. Qui veut vraiment de l'avant, mais nous, on fait partie d'une corporation qui est 19 000 employés à travers le monde. Tu sais. Fait que ce que tu parles, on le voit beaucoup, beaucoup dans les plus petits studios. Où justement, mettons, ils ont moins d'argent. Mm-hmm. Fait que ce qu'ils peuvent faire, c'est comme, écoute, moi, je peux pas te payer 200 000 comme développeur parce que j'ai même pas ça, 50 000 $ dans mes poches. Tu sais. Je suis déjà endetté. Mais ce que je peux te promettre, c'est il n'y a plus de courriel à passer 5 heures. Tu rentres quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux. Tu sais, comme... Puis là, il se met à avoir cette ambiance-là. Puis ce qu'on remarque, en fait, c'est que ça fait un feeling quasiment familial. Là. Tu sais, c'est des gens qui prennent soin l'un de l'autre. Puis là, on tombe dans la notion de tradition informelle ou non officielle où c'est des gens qui prennent soin d'eux. Le milieu de travail devient plus que juste du travail. Ça devient une espèce de bienveillance, d'entraide, de soutien. Puis c'est pas mal juste des success stories qu'on entend. Uh-huh. Évidemment, on entend moins. C'est sûr que de par la nature de ça, tu entends moins parler de la compagnie qui a fait faillite que de la compagnie qui a réussi. Ouais. Faut faire attention à ça, là, mais reste que justement dans ces industries-là, souvent en technologie, qui ont tendance à être plus à l'affût, puis surtout à chercher des gens plus jeunes qui sortent des écoles. Puis on n'est pas exactement une génération qui est prête à faire n'importe quoi pour travailler. Là. C'est pas, on est comme, écoute, ça me fait chier, je pars, même si ça fait 2 semaines. Là, on est plus... C'est pas une critique, là. Non, mais moi, mon réflexe, c'est un peu de critiquer ça, par exemple, même si je comprends d'une certaine façon, parce que tout le monde a sa ligne. Fait que ça veut pas dire que les gens pensent nécessairement pour les bonnes raisons sont tannés. Parce que je veux dire, il peut y avoir une question de tempérament là-dedans qui fait que tu peux être un mauvais employé tout court parce que t'es juste paresseux parce que t'es né dans cette vibe-là de le monde me doit quelque chose. T'sais. Je pense que ça prend un équilibre. Là. Mais toi, t'as-tu des données là-dessus? T'observes-tu quelque chose par rapport à la nouvelle génération qui s'en vient sur le marché du travail, qui a cette réputation-là de ne pas vouloir travailler, d'être paresseux? Puis c'est encore jeune. Littéralement, là, c'est comme les données pour ça. Mais tu sais, par exemple, ce qu'on voit, c'est... Là, on a beaucoup parlé de la PCU puis de la PCRE là, dans les derniers mois. Là, puis ce qu'on remarque, le taux de chômage est à peu près exactement au même point qu'avant la pandémie. Okay. Ça varie selon genre les vagues, là, mais genre en ce moment, il y a autant de gens, on est au plein emploi qu'on appelle, ce qui est quand tu es autour de 5% de chômage. Là, fait que dans les faits, le monde travaille. C'est ça qui est weird, mais c'est juste qu'on entend de plus en plus ces histoires-là de... justement, mon employé rentre pas, puis tout ça, puis ça existe assurément de plus en plus. C'est parce que là, il y a plus de choix aussi. Il faut qu'on se remette dans ce contexte-là, parce qu'on est aussi en situation de vieillissement de la population. Fait que t'as de plus en plus de jobs pour moins en moins de travailleurs dans les faits. T'sais. Plus on avance pour encore à peu près une vingtaine d'années, peut-être. Quand même. Moins. Ou, parce que nous, on est un bloc au lieu d'être une pyramide. Fait que ça veut dire que t'as quasiment. Il y a des endroits où tu as quasiment autant de vieux que de gens plus jeunes qu'eux, ce qui fait aucun sens d'un point de vue démographique en général. Normalement, tu as tendance à mourir plus tu vieillis, fait que ça crée un effet pyramide. Fait il y a ça aussi qui est comme à reprendre en contexte. C'est quand on dit c'est une génération ou c'est une philosophie de la génération, il faut remettre ça aussi des fois, c'est le contexte d'une génération, ce qui est vraiment différent. Est-ce que nos parents auraient eu le même comportement que nous s'ils avaient été dans la même situation? Si à chaque coin de rue, il y avait un job, est-ce qu'ils auraient fait la même chose que nous? Peut-être que non, peut-être que oui, mais c'est comme l'angle qu'il faut se poser comme question. Parce que le contexte influe le choix. T'sais. Nos parents ont juste pas eu ce choix-là. T'sais. Ouais, fallait que tu trouves une job, tu étais chanceux si t'en avais une. Ouais, puis t'as pas la Californie qui t'appelle pour faire du télétravail. T'sais. Parce que ça existe juste pas. Parce qu'en ce moment, si t'es un développeur, tu te fais appeler partout à travers le monde parce qu'il en manque partout à travers le monde, puis eux s'en foutent, tu travailles de ton salon. Fait que c'est ça aussi notre travail comme sociologue, c'est de regarder. C'est facile de faire comme l'effet. Il y a un problème, puis on voit la cause directe. Finalement, ce qu'on remarque souvent, c'est que en arrière de cette cause-là, il y a plein de sous-causes, plein de manières de remettre en contexte ces choses-là. C'est tout le travail qu'on doit faire comme préalablement à faire de la recherche. Fait que si je voulais faire de la recherche sur qu'est-ce qui se passe avec la génération de travailleurs actuels, j'aurais pas le choix de prendre l'entièreté de ces composantes-là en compte. T'sais. OK. Parce que sinon, c'est trop répondre vite à ce que ça a l'air sans aller dans le fond. Les choses sont jamais aussi simples qu'on le pense, puis il faut pas le prétendre. Mais on a le réflexe de vouloir une réponse simple et rapide, alors que tout est nuancé, puis je comprends. Ouais, est-ce que cette situation-là, appelons ça du surchoix là, de travail, là, d'opportunité, si on veut, là,
est-ce que, du point de vue milieu du travail, ça contribue à ce que les entreprises fassent évoluer les manières de faire les choses? Parce que, tu sais, comme tu dis, là, il manque de développeurs, les compagnies en ont besoin. Fait qu'éventuellement, ils ont dû se demander, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus? Ben, on pourrait laisser le monde travailler de chez eux, puis trouver une façon de faire ça. Puis de là, naît ces façons de faire-là qui sont différentes, puis qui donnent des options différentes. Est-ce que c'est ça, cette espèce de... C'est tout ça qui motive le changement, genre? Ouais, puis c'est drôle parce que nous, on a exactement passé à travers ça chez Ubisoft récemment. C'est tous les studios canadiens ont mis des normes à travers le Canada de genre, justement, maintenant vous avez le droit d'être 100% télétravail, c'est ce qui vous arrange. 6 semaines de vacances pour tout le monde, que tu sois Day One ou ça fasse 20 ans que tu sois là. Comme congé de maternité augmenté, ce genre de choses-là, justement, parce que ils font, les gens viennent plus, tu sais. Okay. Ce qui crée, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un sentiment pour les employés de faire attends, mais vous pouviez le faire avant aussi, tu sais. Ouais. C'est là où, c'est ça, la question, c'est qu'est-ce qui drive le changement? Puis je pense que tu me nommes bien c'est parce que là, on n'a plus vraiment le choix. Ouais. C'est ça qui va être tough aussi à réconcilier dans notre génération, c'est que t'as donc des entreprises qui en ce moment ont 100% le choix de faire des trucs qui sont purement positifs, qui sont purement pour le bien-être, puis tout le monde y gagne, mais qui le font pas. C'est très dur à accepter ça pour un employé de faire attends, là. T'avais cette option-là tout ce temps-là avant, tu me laissais pas faire, puis en ce moment, il y a personne qui perd rien, t'sais. Puis ça va être un drôle de truc à négocier. Parce que là, t'as des gens qui vont se sentir trahis, puis que même si finalement ils se font donner ce qu'ils voulaient, c'est comme... tu le fais quand même trahi, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Ouais, tu le fais parce que t'as pas le choix. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est là où on dit justement que l'humain, c'est pas juste genre prendre un salaire puis partir. Parce que tu peux être fâché d'une augmentation de salaire. Ça se peut, ça. Ah même ouais. si ça voulait, parce que tu te dis, ça dépend pourquoi est-ce que l'employeur l'a fait, comment il l'a fait, puis qu'est-ce que ça veut dire sur tout ce que tu as fait avant, tu sais. Se sentir invalidé, c'est aussi détrimental que de pas être assez payé, tu sais. Ou d'être surqualifié. Il y a plein de choses autour de ça qui sont juste comme comment je me sens dans mon travail. Okay. Puis c'est difficile à passer à ça aussi. Fait que, ouais, puis je pense que les prochaines années, ça va être ça aussi. Tout le milieu du travail va s'adapter. Mais je pense que pour les employés, ça va être aussi de plus en plus à propos de ouais, mais moi, est-ce que tu me considères moi comme une personne? Puis ça va être un gros niveau d'adaptation parce que justement, t'es Amazon, Jeff Bezos, tu regarderas jamais comme une personne. C'est littéralement impossible pour lui. Là. Genre, il y a des millions d'employés. Tout est un chiffre. Là, à ce niveau-là, tout est un chiffre. T'as pas le choix. Là. Fait que tu te sens pas considéré comme un humain, tu te sens comme juste un numéro. Puis ouais. Puis l'aspect déshumanisant, finalement, c'est une des raisons des burn-out. C'est ça qui est intriguant. Puis là, de plus en plus, on accepte qu'on fait des burn-out dans la vie. Fait que t'as de plus en plus de congés maladie. Ce qui est bien, là, dans le sens genre, sentez-vous pas mal si vous faites un burn-out à la maison. Ouais. Allez consulter, c'est super, prenez du temps pour vous. Mais nous, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est pas juste avoir une surcharge de travail. C'est pas juste ça. C'est une question de feeling. ouais. Mais ça, c'est, tu sais, tout le monde émotif en général, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à quantifier. Ouais. C'est unique chez chaque personne. Tout le monde arrive avec son set de personnalités différents des autres. Fait que c'est quelque chose qui doit être difficile à inculquer chez un patron d'entreprise qui lui est axé en termes de productivité, puis lui, il calcule ça en fonction de chiffres puis de données concrètes. T'as pas de fichier Excel avec lui, il s'est senti 15% insécure cette semaine, puis lui, il s'est senti genre invalidé à 20%. Tu l'as pas, ça. Fait que c'est là que ça te prend des gestionnaires qui ont une super écoute. Oui, entre autres, ça va être ça. Le rôle du gestionnaire de moins en moins. On parle de leadership horizontal versus vertical. Est-ce genre top-down? Est-ce que tu donnes des ordres ou tout ça? Ou est-ce que tu es un horizontal? C'est plus quelqu'un qui prend soin de son équipe puis qui leur laisse une autonomie. Okay. Mais même si on ne veut pas avoir, par contre, c'est comme individuellement chaque personne, comme dans un fichier Excel. Malheureusement pour moi, ça serait un rêve de sociologue. Là. Mais c'est là où on comprend aussi qu'il y a différents archétypes de personnes. T'sais. Tout le monde, on revient un peu aux ethos de tantôt. Là, c'est un peu le même principe sur comme quel genre de besoins les gens ont. Puis ça fait le lien un peu à ce qu'on disait dans notre conversation autour d'une bière de la société produit le même nombre de suicides chaque année. Parce que surtout quand tu travailles des organismes de grand nombre,
il va avoir on appelle ça des clusters, là, donc des regroupements de gens qui sont très similaires. Fait que tu peux quand même relativement prévoir à peu près combien de gens vont réagir de telle manière à tel genre d'annonce ou à tel genre de d'incitatif ou d'événement ou parce que on sait à peu près combien il y a de genres d'humains qui sont comme ça, combien ça se répartit, puis en général, ils vont avoir une réaction similaire. Tu sais. Fait que il y a des profils types d'employés, dans le fond. Ouais, il y a des profils types de tout dans la vie. C'est un peu notre job, là, nous, comme sociologues. C'est comme quand tu t'en vas dans un milieu, tu fais, OK, c'est quoi les grands archétypes? C'est quoi le genre de personne? Personne n'est exactement un archétype. Puis genre, moi, je suis exactement maître Splinter. Là, j'adore chaque seconde, je veux donner des conseils à tout le monde. Puis je veux regarder mon équipe grandir. Puis personne n'est juste ça, tu sais. Mais t'as des tendances, des regroupements vers. Fait que t'as des gens qui sont à divers degrés. Puis ça va se reproduire d'une certaine manière, de manière relativement prévisible, quand même. Fait que la sociologie te montre, veut pas que il y a personne qui est réellement spécial. Ouais, c'est dur des fois à vivre, là. C'est dur à accepter pour l'ego, mais t'es pas spécial, t'es quantifiable, comme on en parlait, le Spotify, tu sais, je vais à découvrir, cette liste a été faite selon vos goûts, puis là, tu fais, j'aime toute la musique qu'il y a là-dedans, tu fais, OK, mais je suis prévisible as fuck, alors que moi, je marche en me disant, ah non, moi, j'ai quelque chose de différent que les autres ont pas, puis t'es comme ta gueule. T'es pareil comme plein d'autres gens comme toi que tu connais pas, puis tes amis te ressemblent, puis c'est ça, là. Exact. Ouais, puis ça, c'est un truc tough à accepter des fois que comme, même dans les choses les plus intimes de ta personne, finalement, t'as pas échappé à rien, t'es pas unique, on n'est pas comme des flocons de neige, on est unique d'une certaine manière dans l'ensemble exact de nos traits, mais à la fin de la journée, les divers choix qu'on fait, les diverses valeurs qu'on a, ben ils sont assez aisément regroupables, malheureusement. C'est ce qui fait que dans les algorithmes de tout, de Facebook, Spotify puis YouTube sont aussi bon que ça, puis je suis comme, pourquoi est-ce qu'il me fait regarder un stupide genre speech d'intro de Steve Martin à tel gars-là, mais c'est parce que j'ai envie de le voir, puis je l'écoute, puis je trouve ça bon, puis je suis fâché parce qu'ils ont raison, tu sais. Ouais. Ils ont raison. Fait que c'est ça, les algorithmes et tout ça, ils ont juste exploité cet aspect-là de tout le monde fait partie, tout le monde peut être regroupé et quantifié d'une certaine façon. On est tous dans une colonne de quelque chose, puis... Ouais, puis un des grands pans de la sociologie actuelle par rapport à ces algorithmes-là, c'est qu'il y a aussi le problème de l'œuf et la poule. OK. Que ça est vraiment, vraiment intéressant. L'affaire des algorithmes, ça te montre, mettons, Spotify, super bon exemple. Spotify regarde ce que tu aimes écouter. Il fait lien avec tous les autres gens, parce que la manière dont ça se passe, c'est ça. Il regarde tous les autres gens, il fait des clusters qu'on appelle encore une fois, là, donc des regroupements avec quand quelqu'un écoute ça, il a tendance à écouter ça, et ainsi de suite. Fait que là, après ça, toi, il va te proposer ça parce que ça ressemble à ce que les autres font. Mais toi, tu vas te mettre donc à écouter ce que les autres écoutent. Et là, ça va faire que, attends, mais lui aussi, il écoute tout ça. Et là, tu te mets à reproduire. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la reproduction en sociologie. La normalité crée la normalité. La tradition crée la tradition. Puis c'est comme une espèce de cascade de, parce que ça arrive, ça a plus de chances de réarriver. Fait que là, la question morale, mettons, quand justement, t'es sur Facebook à regarder tes nouvelles, moi, j'en reçois tout le temps des trucs de Radio-Can puis du Devoir. OK. Parce que ils savent que quand le Devoir passe, je vais scroller un petit peu plus lentement. Je vais regarder pendant 5 secondes de plus que si c'était le Journal de Montréal. Fait que c'est ça qu'ils vont me présenter. C'était un maudit gauchiste. Ben, je suis un maudit gauchiste. Puis ils savent aussi que je suis un maudit gauchiste. Fait qu'ils regardent, ils savent qu'en général, les maudits gauchistes font ça. Fait qu'ils vont même essayer de me le présenter puis ils vont avoir une petite période de test pour faire, ouais, effectivement, c'est un maudit gauchiste. Okay. Sauf que là, c'est quoi les chances après ça, moi, que je me mette à m'intéresser à quelque chose du Journal de Montréal quand ils font quelque chose de pertinent? Ouais. Beaucoup moins. Fait que ça va renforcer le fait que moi, je fais juste lire Le Devoir. Uh-huh. Je fais juste lire Radio-Can. Je fais juste écouter Sébastien Bovet parce que c'est l'homme le plus hot au Québec. Il est super smart en plus. Il est tellement smart! Là, je travaillais avec en entrée principale, puis il était vraiment chill. Là. Tu sais, genre, il vient, puis pendant les pauses, il est fucking chill, puis là, on est en onde, il est comme, oh. Puis là, genre, il est super, genre. il devient Monsieur Mauvais, là. Ah, man, c'est mon héros, là. Ouais, Gérald Filion, là, je leur ferai des cols pendant 2 heures.
Mais c'est ça. est-ce que le journal, mettons, par exemple, dans ce cas précis-là, parce que ça, je savais déjà que Facebook contribue à la polarisation et à la radicalisation des gens parce qu'ils vont te présenter soit les choses qui t'intéressent, donc, mettons, dans ton cas, ce serait Radio-Can, Le Devoir, mais que le fait que tu ne t'intéresseras pas à un article qui serait pertinent pour toi, pour vrai, du Journal de Montréal ou de Québec, est-ce que ils vont, quand tu vas voir quelque chose du Journal de Québec, ça risque d'être quelque chose qui va te fâcher pour te faire réagir plus. Donc, Exact, juste renforcer ton image négative du Journal de Montréal ou du Journal de Québec. Ouais. Non seulement tu verras pas l'article qui serait pertinent pour toi, mais tu vas voir celui qui t'éloigne encore plus de ça. Ouais, c'est exactement ça. Parce que si dans le fond, si le Journal de Montréal a fait le même article que Le Devoir, puis des fois c'est littéralement le même article parce qu'ils prennent des agences de presse, là. Sont genre le moteur électrique dans les Volvo va fonctionner tellement mieux que prévu. Mais moi, ils vont pas me montrer la version du Journal de Montréal. Fait que techniquement, c'est la même chose. Des fois, c'est littéralement au mot près, là. Mais je vais l'avoir vu dans Le Devoir. Puis justement, la fois où je vais voir le Journal de Montréal, c'est quand ils vont dire vous devriez voter avec un sac de patates sur la tête parce que les musulmans nous envahissent. Là, genre. Je vais être en furie. Je vais vouloir marquer que tous les Québécois sont des racistes. Puis là, ben eux, les gens qui vont voter avec des sacs de patates sur la tête vont faire voyez-vous, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Puis c'est voilà. Puis là, effectivement, c'est ce qui crée la polarisation puis les chambres d'écho tout ça. Là, mais fait que c'est pour ça que c'est un pan assez intéressant dans la sociologie de voir comment est-ce que ça se crée puis comment est-ce que les gens qui créent les algorithmes, c'est pas ça leur but même, des fois. C'est juste c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas pensé vraiment à comment la technologie allait avoir lieu. Parce que techniquement, c'est pas câble de faire je vais te présenter le truc que tu as plus envie de voir. T'sais. Ouais, parce que leur objectif, c'est que tu restes sur la plateforme, puis parce que plus tu es sur la plateforme, plus c'est payant pour eux autres parce que tu es exposé à de la pub. Fait que ultimement, c'est ça. Mais la conséquence, c'est que mais ils restent plus souvent si on leur met des affaires qui les met en tabarnak que si on leur met des affaires qui les rendent de bonne humeur. T'sais. C'est ça. Puis c'est là où l'algorithme est comme nécessairement biaisé de par le fait qu'on considère pas ça. Puis il y a personne qui non, c'est plus vrai qu'il y a personne qui fait ça, là, mais à l'époque, quand ça commençait à exister, les algorithmes, personne n'était comme je vais détruire la fabrique de la société. Il y avait pas, c'était pas des Team Rocket qui arrivaient pour voler le Pokémon de Ash. C'était juste comment je fais pour optimiser que les gens soient là. T'sais. Puis c'est tough à prévoir ce genre de choses-là. C'est comme l'éthique des chars qui vont s'autoconduire. Comme qu'il faut qu'on pense avant parce que est-ce que tu rentres dans le vieillard ou tu rentres dans l'enfant? Ce genre de questions-là que faut qu'on pense d'avance parce que quand ça arrive, il est trop tard puis on a juste des conséquences graves. Comme là, on n'a pas préparé ça, on est un peu dans la merde. Personne ne sait trop comment gérer ça une fois que c'est arrivé. Ouais, puis ça, j'en ai parlé dans l'épisode avec François Grondin, docteur en il est en robotique. On a parlé d'intelligence artificielle. Là, c'est exactement ça. Là. Soit l'étude du MIT sur c'est quoi le dilemme moral de tu rentres-tu dans deux personnes âgées ou un enfant. Tu sais, toutes ces questions-là, il faut que tu calcules ça à une fraction de seconde. Puis que, ultimement, c'est un humain qui va le programmer. Fait qu'on est responsable de ce que l'ordi va choisir de faire. Tu sais. Ouais. Fait que c'est de tout regarder ces technologies-là avec ce regard-là, de pas juste faire de la technologie sans penser à comment il existe dans son monde social autour. Là, Puis là, j'ai l'impression, par contre, par rapport à tout ce qui est médias sociaux puis cette polarisation-là dont on parle, que là, on est en train de porter un réel regard là-dessus, là, que les yeux sont ouverts sur la responsabilité des majors, là, Google, Apple, Facebook et c'est qui l'autre? Je ne me rappelle plus jamais. Apple. Amazon, Google, Facebook. Les GAFA, là, on peut veux-tu qu'on écoute la tune de Nicolas Ciccone? Ah non, de grâce. Non, la seule affaire de Nicolas Ciccone que j'écoute, c'est ton premier album avec les pompiers puis Trip de moche, là. Mais Trip de bouffe, genre, il l'a enlevé on peut plus l'écouter. Ah, quelle tragédie. Ah oui, non. Il est parfait, ce gars-là. Mais là, j'ai l'impression que là, il y a un regard qui se pose là-dessus, puis que peut-être que c'est appelé à changer parce que, encore une fois, comme ça revient à ce qu'on disait tantôt, on n'a pas le choix. C'est comme ils réalisent que là, ça va trop loin. Puis je pense que la politique américaine a influencé beaucoup ça, là, quand ils ont réalisé tout ce que ça faisait. Puis mais ça bouge pas. C'est ça qui est. Puis l'autre aspect de la recherche, là, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le secteur public, c'est quand tu fais de la recherche, souvent ton interlocuteur, c'est le gouvernement. OK. Puis comme les corporations pensent souvent en termes de profitabilité ou de productivité, le gouvernement a tendance à penser en termes de vote. OK. Fait que t'arrives avec tes recherches, puis tu dis, c'est la recommandation, c'est ça qu'il faudrait faire. Uh-huh. Ben, si la population est pas on board, t'es un peu dans la merde.
comme c'est arrivé, par exemple, avec l'âge légal pour fumer et conduire, ou fumer pardonnez-moi, pas fumer et conduire, fumer le marijuana à 21 ans versus 18. Ouais. Tous les experts de la santé publique faisaient comme c'est juste une mauvaise idée de le mettre à 21 ans. T'sais. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est hyper négatif, puis ça fait qu'on peut moins avoir un regard sur la qualité de ce qui est consommé, puis tout ça. Ben, après ça, ils ont juste quand même voté 21 ans parce que pour la majorité du monde, cet argumentaire-là qui est scientifique fait pas de sens. OK. Puis on est toujours un peu pris là-dedans entre comme scientifique, avoir la posture de genre, ben moi, je veux défendre l'idée de la vérité de la science, mais le gouvernement, c'est lui qui a 90% du temps de parole là-dessus. T'sais. C'est lui qu'on va écouter à la télé. Fait que toi, comme scientifique, t'es comme pogné pour essayer de... une phrase, idéalement, parce que tu veux que ça puisse être vu dans un titre de journal, pouvoir faire comprendre à quelqu'un l'entièreté de ce que ça représente, tandis que le politicien, lui, juste à un peu comme balayer ça ou dire que c'est de la merde, puis son clip est beaucoup plus facile à avoir que nous. Puis ça, justement pour l'avenir des GAFA puis l'intelligence artificielle pis ça, il y a ça aussi. C'est tellement compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas initié que c'est facile pour un politicien d'essayer de capitaliser là-dessus. OK. Fait que, comme les réchauffements climatiques ont pu l'être, c'est comme genre, ben, c'est bien plus facile de dire il n'y a pas de réchauffement climatique. Non, OK, ouais, le carbone qui s'accumule dans le ciel crée telle affaire, puis telle affaire a un impact grave, même si nous, on est dans un pays hivernal. Puis moi, j'ai fret, pourquoi je m'en foutrais pas du réchauffement climatique? Puis c'est tellement facile de regarder de manière simple un problème, c'est tellement difficile d'exprimer la complexité de manière simple qu'on perd un peu. On change tout le temps contre les gens qui veulent garder la tradition. Tu sais. OK, fait que c'est statu quo versus le changement. Puis, Est-ce que tu as des exemples concrets dans l'histoire d'études sociologiques qui ont eu des changements majeurs? Des trucs. Parce que j'ai l'impression que c'est dans l'ombre, un peu la sociologie. Ça finit par être une recommandation de quelqu'un qui fait hey, on devrait faire ça, puis ça finit par passer. Mais est-ce qu'il y a des genres des Hail Mary là, cette étude-là a mené à ça, puis aujourd'hui, la raison pour laquelle tu vis ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a 10 ans, quelqu'un a fait ça. Ben, tu sais, mettons, au Québec, je pense que le travail sociologique le plus connu, ça a été le rapport Bouchard-Taylor. OK. Même si ça n'a pas été encensé par tout le monde, mais tu sais, c'était sur le rapport sur, dans le fond, la laïcité au Québec, tu sais, tous les problèmes de la question de l'intégration, puis est-ce que les juges devraient avoir le droit du port religieux, puis finalement, c'est ce qui est un peu ressorti avec la loi 21 récemment, tu sais. Mais ça a été comme polarisant, mais mettons, tu sais, quand tu penses, là, le premier travail à la chaîne, il y a de cela, genre 150 ans si tu remontes à Taylor, mais mettons, tu peux remonter. Le Taylorisme, dans le fond. Le Taylorisme, tu sais. Ou encore le Fordisme, tu sais, avec les usines à Détroit. Tu sais, ça, techniquement, c'est des réflexions d'organisation du travail, tu sais. Ça vient de notre... Tu sais, ça a été étudié après ça, mais même c'est comme une espèce de mélange entre les entrepreneurs puis les chercheurs, puis parce que c'est pas juste Taylor ou c'est pas juste Ford qui a pensé à ça, là, c'est comme la tête d'affiche, là, mais beaucoup, mettons, beaucoup du milieu carcéral aux États-Unis vient de comment l'école de Chicago, à l'université de Chicago, fait des recherches d'actuaires, ça a l'air vraiment bizarre, mais sensiblement, c'était comme, ils ont fait énormément de calculs pour savoir est-ce qu'on devrait relâcher quelqu'un en liberté conditionnelle. Tu sais. OK. Fait que ça, c'était des gros calculs d'actuaires statistiques de genre, selon ton milieu d'où tu viens, est-ce qu'on devrait te relâcher ou non. Tu sais. Ça a shapé quasiment entièrement la manière dont, en ce moment, aux États-Unis, les questions de la liberté conditionnelle est faite. Ça l'a fait de manière très négative, là. C'était vraiment horrible, mais ça a changé vraiment significativement le monde. Tu sais. OK. Les bonnes choses sont un peu plus rares et plus longues. C'est ça à faire. C'est des petits gains. J'en disais avec quelqu'un qui travaille très longtemps dans le gouvernement puis il disait il y a probablement une solution à tous les problèmes quelque part sur une tablette. Ouais. Parce que il y en a eu des chercheurs qui ont passé puis qui ont travaillé puis qui remettent puis c'est ça, ben ok, ben c'est pas rentable politiquement cette année, excuse. Puis des fois c'est ça, des fois c'est littéralement genre c'est des politiciens qui seraient d'accord, mais je serais pas capable de faire passer ça. Des fois c'est littéralement genre Stephen Harper qui brûle la bibliothèque d'Alexandrie s'il pouvait, tu sais. Mais sociologiquement, dans les dernières années,
c'est jamais des gros gains. OK. C'est tout le temps des petits gains, des petits efforts, puis c'est parce qu'on se bat un peu contre des mastodontes. Fait que tu prends un petit coup à la fois, puis t'espères à un moment donné que ça tombe, là. Mais genre, c'est David contre Goliath un peu, là, malheureusement. Est-ce que, puis je sais pas comment poser ma question de la bonne façon, mais est-ce que la sociologie, c'est pas mal tout le temps à gauche? L'exemple que je t'ai donné de le milieu carcéral puis la liberté conditionnelle, ça c'était très à droite. OK. En ce moment, je te dis, évidemment, en ce moment dans les universités, ça serait complètement faux de dire que la majorité n'est pas à gauche. Mais il y a beaucoup de sociologues de droite. Mathieu Bock-Côté, techniquement, est un sociologue. Il y a des philosophes de droite, puis ça, puis c'est souvent, en fait, c'est la grosse distinction. Je te dirais, c'est que dans les deux cas, il y a une analyse des traditions puis du vécu historique des sociétés et tout ça. OK. La gauche a tendance à dire ce qui a été fait avant, l'idée de tradition n'est pas bonne en soi. Okay. Puis souvent même est mauvaise. La droite, c'est plus une idée que la tradition, bien qu'elle puisse venir d'une autre époque, tout ça, n'a pas nécessairement intrinsèquement une valeur mauvaise. Okay. Puis des fois, on va même faire on devrait donc la garder. Puis là, bon, évidemment, il y a un extrême à l'autre. On devrait brûler l'anarchie versus comme l'autoritaire. Là, mais il y a des sociologues de droite. Ils sont rares. Moi, j'ai entendu dans mes cours des élèves dire qu'il fallait pas qu'on donne de l'argent aux personnes sur le chômage. OK. Parce que ça renforce une valeur du travail inexistante, ce genre de choses-là. Il y a des gens qui ont quand même ces valeurs-là. Puis il y a des gens qui même, mettons, si on reprend l'exemple du cannabis, l'âge légal, à 21 ans versus 18, des gens qui vont dire, je suis d'accord avec vous, c'est 100% vrai que c'est moins bon pour la santé si on passe à 21 qu'à 18 ans. Mais je crois quand même que on devrait le faire passer à 21 ans parce que moralement, une société se doit de ne pas accepter un comportement, même s'il est fait et refait de manière, tu sais, comme on s'entend que c'est pas parce que c'était illégal que personne fumait le weed, là. Ouais. Mais ils disent, donc, c'est quand même pas une raison de le légaliser. Fait qu'il y a quand même cette distinction-là à faire entre, genre, la vérité scientifique puis le choix moral qu'il y a à faire après. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu peux orienter ta recherche pour finir par y faire dire ce que tu veux. Fait que ça devient dangereux, là. Comment tu fais pour être complètement impartial dans une question sociologique ou une étude que tu fais? Plusieurs manières. C'est une grosse question. La première chose que je te dirais, c'est que personne n'est complètement impartial. Okay. De par le fait que tu as décidé de faire de la recherche sur un sujet, tu es probablement intéressé. Tu as probablement un angle. Tu sais, quand je suis rentré, mettons, faire la recherche sur la discrimination raciale à l'emploi, c'est pas parce qu'on se disait « Ah, ça va être égal. Ouais. » Tout le monde était... On voyait autour, on comprenait, on faisait « Bon, c'est probablement ça qui va se passer. » Après ça, moi, ma job comme chercheur, c'est de m'assurer que je fais tout mon travail pour qu'aucun de mes billets rentre là-dedans. C'est tout le truc de méthodologie dont on parlait. Fait que, tu sais, quand moi, je remets ma recherche, il y a toute l'explication de pourquoi chacune des décisions a été prise, comment ça a été fait, tout ça pour que les autres scientifiques, ça, c'est la partie la plus importante, je pense, pour s'assurer ça, c'est le regard des pairs. La recherche, c'est toujours regardé par d'autres pairs. Puis c'est critiqué, puis c'est... Tu sais, nous, on est passé par un processus de publication, ben, tu sais, il y a des aspects où, mettons, quelqu'un en stats nous a rentré dedans, il a fait « Avez-vous pensé à ça? » Puis là, tu vas refaire tous tes calculs parce qu'effectivement, on n'a pas pensé à tel aspect obscur statistique de « Ah oui, c'est vrai, ça marche, tant mieux, mais effectivement, il fallait qu'on se fasse caler, tu sais. Pour être certain qu'on n'a peut-être pas pensé à ça, il y aurait peut-être une autre causalité ou tout ça. » Ça, c'est tough. Ceci étant dit, j'en ai vu de la recherche, j'en ai lu. Des fois, c'est de la merde. Des fois, c'est mal conduit, c'est complètement biaisé. Puis en même temps, notre travail aussi, c'est ça. Moi, comme chercheur, même quand il y a du monde que je suis d'accord avec eux sur le fond, quand je regarde comment on fait, mon travail, c'est aussi de faire « Hey, ce que tu as fait, c'est de la merde. » Ouais. C'est pour ça aussi que les gens nous font pas confiance, parce que ce genre de situation-là, d'un bord et de l'autre, quand on regarde, mettons, l'IRIS, l'Institut de recherche en information socio-économique, si je m'abuse, puis l'Institut économique de Montréal, qui est son penchant de droite. Ça arrive souvent que quand je la recherche, puis il y en a un à gauche, puis un à droite, que je suis comme « Hey, c'est pas tête, votre métaux est pas tête. » D'un bord ou de l'autre, parce qu'ils ont souvent un agenda.
Ouais. Pas toujours. Mais ça, il n'y a rien qui. Il n'y a aucune autorité qui surveille ça puis qui peut sanctionner. C'est aussi le problème de ne pas avoir un ordre professionnel? Exact. Ça, c'est un des problèmes de ne pas avoir un ordre professionnel. Puis de façon, est-ce que, tu sais, c'est tellement vaste les professions qui peuvent faire ça que, mettons, un ordre de sociologie, ben, si c'est un économiste qui a fait ça, on fait quoi? Puis c'est là où je pense que le travail le plus important, c'est le travail journalistique. C'est pour ça que je te dis que Sébastien Bovet puis Gérald Filion, pour moi, c'est des héros. Parce que ça nous prend du monde qui font pas juste lire le titre d'une recherche puis lire la conclusion, qui font « cool, j'en parle ». Ça prend du monde qui soit sont capables de le lire au complet, soit qui ont des recherchistes qui sont capables de le lire au complet, qui sont formés pour découvrir ces problèmes-là de méthodologie ou qui vont parler à des experts qui ont conscience de ça. T'sais. Puis, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que comme dans tous les milieux, il va y avoir des pommes pourrites. Mm-hmm. Puis des gens qui ont des biais, puis des gens qui ont des intentions, puis qui se foutent un peu de la pureté de la recherche. Puis notre seule manière d'être contre, c'est d'être constamment critique, même quand ça appuie tes propres points. Puis ça, c'est, je pense, qui est tough. Ouais. Parce que le désir d'avoir raison est fort. Là, fait que pour piler dessus au profit de la vérité, ça demande une bonne dose d'humilité de OK. Genre, je veux que tu aies raison, mais genre, faut que tu aies fait tes affaires comme il faut. Là. C'est ça. Puis c'est ça qui fait que des gens comme Guy Nantel, ça fonctionne son affaire. Parce qu'il prend les mauvais arguments menés par des gens qui sont pas particulièrement bons à les donner, il les trash avec raison. C'est pas des bons arguments. Puis après ça, il a l'air du gagnant. Mais là, tu fais, ouais, mais non, mais c'est pas. Ça, c'est la pire version de cet argument-là. Si tu veux vraiment faire le travail, il faut que tu regardes tout. Puis justement, tu peux pas. Tu sais, quand t'entends quelqu'un dire, j'ai aucune idée de c'est quoi le racisme systémique, mais tu fais tes recherches. Là, tu sais, genre, il y a littéralement des gens qui ont travaillé leur vie entière à donner une définition. Tu pourrais au moins aller lire ceux-là, puis pas juste le d'autre que tu as vu sur une pancarte dans une manif. Là, ouais. C'est ça aussi. Mais Guy, tu sais, puis il va le faire toute sa carrière, il va jamais arrêter de faire ça. Il va toujours se cacher derrière le fait que c'est un humoriste. Donc, il s'accordera pas. Il veut avoir le crédit de l'espèce de l'intellectuel, mais ultimement, il va toujours se backer par moi, je suis un humoriste, je fais juste des jokes, puis tout ça. Donc, il va un peu se laver les mains par rapport à sa malhonnêteté intellectuelle dans certains cas. Là, c'est ça. Puis c'est le gros problème. Puis c'est ça qui est tough. Puis à chaque fois que quelqu'un qui sait qu'on a un tort de notre bord, qu'on lui donne des armes. T'sais. Puis moi, c'est un peu ça que. Je pourrais pas changer les démagogues de droite, là. Ça arrivera pas. Ouais. Mais je sais que moi, ce que je peux faire comme individu, comme chercheur, c'est de toujours call out, même si techniquement ça sert mes buts, si je peux dire, d'une société plus juste, whatever, mais pas à n'importe quel prix. Parce que call out les démagogues de gauche. Les démagogues de gauche, parce qu'on en a. Il y en a des deux bords. Il y en a des deux bords. Il faut absolument, faut le dire. Puis moi, c'est ça, là. Moi, je suis plus à gauche qu'à droite. Puis comme je dis tout le temps, j'aime l'équipe, mais j'haïs les joueurs. Parce que ceux qui parlent le plus fort, je fais tu me tapes ses nerfs, tu me gosses. Mais j'aime l'équipe. Fait que là, je suis l'équipe pareil, mais je fais comme les joueurs m'énervent. C'est comme le Canadien en ce moment. J'aime le team, mais genre, j'ai ferais tout bencher, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Vraiment, man. Mais c'est important d'être capable de faire ouais, c'est de mon bord, mais c'est de la merde, là. Calmos, là. Puis je pense que c'est ça notre prochain job. T'sais. Si on va avoir l'air d'être. Si on peut pas juste si on va avoir l'air, si on veut pouvoir changer les choses pour vrai, ben faut qu'on soit avant tout pour la vérité, parce que s'il n'y a pas le lien de confiance qui se crée justement entre les chercheurs, entre les experts, puis les gens qui n'ont pas ce temps. Puis by the way, c'est pas une critique des gens qui n'ont pas le temps de lire. Là. Qui a le temps de lire? Là? Genre, je suis pas calé en neurosciences ou en physique quantique. Là. J'ai pas ce temps-là. Puis personne devrait avoir le temps. Personne devrait avoir le temps dans sa vie pour lire tout ce que j'ai fait, puis lire tout ce qui a été fait en sociologie. Je souhaite à personne de faire ça. Okay. Ça prend des gens c'est ça leur but dans la société, c'est de dédier leur temps puis leur savoir à faire ce travail-là pour après ça le rendre accessible à d'autres. Ouais. Puis si on le fait mal ça, ben on crache sur notre profession puis on crache sur la possibilité d'avancer les choses. Mm-hmm. Fait que c'est ça, moi, qui me fait mal quand je regarde des démagogues de gauche. C'est de faire, tu rends ça pire pour nous. Ouais. Puis pour les gens qu'on veut aider pour vrai, là, tu sais. Moi, je me disais, puis c'est une réflexion qui est super personnelle et backée avec rien de scientifique, comme 99,9% de ce que je pense. C'était que même si, appelons-les les extrémistes, strictement d'un point de vue idéologique, là, ceux qui sont complètement au pôle des deux bords, j'ai l'impression que, mettons que ton enjeu est au centre, puis que là, tu veux que ça bouge un peu, on a besoin des gens de chaque côté qui sont complètement au bout, puis sont
exagérés puis sont trop extrêmes, ne serait-ce que pour tirer un peu puis que ça monte, pour brasser les affaires, pour que ça avance dans le milieu juste une petite coche à gauche ou une petite coche à droite. T'sais. On a besoin de ceux qui n'ont pas rapport à l'autre bout parce que c'est eux autres qui, même s'ils gossent, mais ils crient fort, puis là, ben, les autres en avant, finissent par faire bon, OK, de quoi qu'ils parlent, puis là, il y a un débat qui se crée, puis finalement, il peut y avoir peut-être du mouvement. Fait que même si au fondement, on est comme ça n'a pas rapport, puis c'est malhonnête quasiment intellectuellement, tes arguments, tes affaires, c'est quand même toi qui as motivé le changement. Ouais. Fait que c'est important toujours d'avoir le débat. Tu sais, genre, ouais. Always, là, je m'assinerai de ça, mais c'est. Puis le problème aussi, c'est des fois, c'est un bon exemple que tu donnes, mais il y a des situations où il n'y a pas de compromis. Une phrase que j'aime, c'est si tu as le choix entre tuer 2 bébés ou 0 bébé, le compromis, c'est pas tuer un bébé. Ben là, ça dépend du bébé. Ça dépend du bébé. On sait-tu ce qu'il va devenir? On sait-tu c'est qui? C'est-tu 2 bébés Hitler? C'est peut-être 2 bébés Hitler. Wow. On le sait pas. Mais il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux, par exemple, sur le droit à l'avortement. Ouais. T'as le droit ou t'as pas le droit. Puis quand on se met à jouer dans les nuances de là, on touche en plate-bande de finalement, t'as peut-être le droit. L'évitement fiscal, est-ce que t'as le droit ou t'as pas le droit? Ben, dès que t'as un peu le droit, t'as le droit au complet. Okay. Fait que c'est des situations comme ça. Des débats comme ça. C'est des rares situations où c'est blanc ou noir, on dirait, parce que. C'est ça. Parce que la plupart du temps, c'est gris ou c'est nuancé, mais là, on dirait que là, il n'y en a pas de nuance, puis c'est des questions qui. Exact. Est-ce que la peine de mort devrait exister, oui ou non? T'as pas d'entre-deux, là. T'as pas, je l'ai tué un tout petit peu. Ouais. On peut dire, il est mort en dedans, là, mais genre, tu sais. Ouais. Mais il y a des débats comme ça où, parce qu'il y a des extrêmes, puis parce que c'est tellement comme mal servi, qu'on n'est pas capable de prendre ces décisions-là, puis là, la personne va se dire de semble, va couper en deux, puis tu fais, ouais, mais c'est juste, ça règle aucun des problèmes. C'est encore de la merde, peu importe d'un bord ou de l'autre. Parce que, tu sais, on dit blanc ou noir, mais je veux pas nécessairement dire que c'est bon ou mauvais d'un côté, là, tu sais. J'ai mon opinion sur la peine de mort, sur l'avortement, tout ça, évidemment. Mon point, c'est plus, peu importe ce qu'on choisit, il faut qu'on choisisse un bord ou l'autre, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux pas, justement, le char, l'IA, qui fait son choix, ben, soit il tue le kid, soit il tue le VR, mettons. Ben, il n'y a pas... Il n'y a pas le choix de pas, tu sais, tuer les deux, ça peut être ça aussi, là. Tu peux essayer fort de tuer les deux, mais si... Non, j'ai dit, il n'y a pas d'entre-deux. J'ai pas dit faut tuer les deux. Mais je suis content que ma solution soit rajouter un choix dans le truc. Là. Ben oui, mais c'est des situations de même qui sont tough à voir, puis où des fois l'apôtre du tout est gris devient aussi dangereux que l'extrême. Parce que là, ça encourage le statu quo parce que on gosse dans le milieu. Exact. Fait que ça, c'est des situations aussi assez étranges ou des dynamiques spéciales où comme quand on est face à des problèmes puis on a des recommandations à faire puis il y a des situations où tu peux te désengager puis laisser les autres faire le choix moral, mais des fois où c'est comme peu importe le choix moral que vous faites, vous avez juste le choix entre ces deux trucs-là. T'sais. C'est vraiment important c'est tough à manœuvrer. Toutes ces discussions-là sont hyper sensibles. Ben oui. Il faut prendre le temps puis ils méritent de l'attention que les gens ont pu. Là. Ouais. Fait que, chaque seconde de notre attention est déjà targetée par nos selles puis par toute la pub, ces affaires-là. Fait qu'après ça, c'est quand est-ce que tu as le temps de réfléchir dans la vie? Si tu le prends pas, là. Tu sais, on s'ennuie plus. S'ennuyer, c'est rendu un crime, on dirait. Ouais. Fait qu'on on n'est plus dans notre tête à juste réfléchir. Puis ceux qui le font, c'est du monde qui se force à faire ça, puis qui s'oblige à se donner des moments de même pour juste, je vais réfléchir à quelque chose, puis on verra ce que ça donne, tu sais. Ils n'ont pas de données, ils sont sur le bus, tu sais. Exact, exact. Ah non! Moi, je fais ça pour créer des jokes, mais il y en a qui font ça pour X autres raisons, là, tu sais. Mais je me demande comment, toi, en tant que, ben là, je dis sociologue, alors que, tu sais, ce titre-là, en tant que tel, comme on l'a défini, il existe plus ou moins. Comment tu gardes ta motivation alors que, de ce que je comprends, c'est tout le travail que tu peux faire, si tu travailles, mettons, peut-être plus dans le public, là, j'imagine qu'au privé, tu as des objectifs différents. Ouais. Comment tu fais pour rester motivé s'il y a si peu de changements ou de résultats concrets qui se traduisent dans le monde réel après autant d'efforts?
Ça, j'ai pas de réponse. Parce que honnêtement, moi, la dernière recherche sur laquelle j'ai travaillé, j'ai arrêté au milieu parce que c'était ça. Je savais plus pourquoi je rentrais travailler. Ok. Parce que j'étais comme, ben, ça fait 2 recherches que je fais qui changent rien. Je suis prêt à rentrer puis faire un autre 2 ans là-dessus. Puis après ça passera pas. Puis est-ce que après ça, c'est ma vie? Puis c'est une des grandes questions que j'ai encore à ce jour. Parce que je suis pas parti dans le privé pour le restant de mes jours. Je vais voir où ça mène. Mais ouais, puis on est plusieurs dans ma situation aussi à un moment donné, c'est un peu décourageant. C'était comme on m'écoute pas. Ça se peut-tu? Ouais. Puis on m'écoute pas pour les mauvaises raisons. C'est ça qui est rough. C'est, quand on regarde ça, c'est, mettons, tu sais, toute la question du racisme systémique, là, tu sais, c'était bien trendy, mais il y a 4 ans, quand on a fait de la recherche, il y avait une commission d'enquête sur le racisme sous Couillard, qui était en train de commencer. C'était venu de la jeunesse libéraux. Puis c'était juste avant les élections. Puis quand ils ont fait des sondages, ils se sont rendus compte que c'était dommageable. Nous, on allait déposer notre recherche là-bas. Puis ils ont juste annulé la commission. Parce que c'était pas rentable électoralement. Fait que tu passes un temps, puis en tu fais, je sais pas si je suis capable de faire que le pouvoir va un jour avoir les bonnes motivations, tu sais. Ouais. Parce que même les gens, tu sais, même les politiciens, puis tu sais, autant je critique les politiciens, autant tu sais, je pense que la plupart d'entre eux rentrent là pour les bonnes raisons à la base. Mais se font. Puis c'est un regroupement social, fait ils se font bouffer par la normalité là-bas. Puis ce qui était avant, genre, je vais changer de monde, puis je suis une bonne personne, devient, ah ouais, mais en même temps, tu sais, si je suis pas élu, je peux pas le faire non plus. Fait qu'il faut que je fasse des compromis. Puis là, on revient à la question de, ben, en fait, je trouve qu'en politique, c'est le phénomène du dopage en course. OK. Mais l'équivalent du dopage en course, c'est un démagogue. Ben, t'as moins de chances de gagner si t'es pas un démagogue, parce que la plupart de la population aura pas le temps de lire tous les sujets. Fait que, ben, si l'autre est démagogue, il va gagner la course. Fait que, ben, moi, je vais me droguer aussi, je vais être démagogue. Fait que tout le monde devient un peu démagogue, tout le monde devient un peu électoraliste. Parce que sinon, ils perdent, puis ils changeront pas le monde. Ils ont perdu, ils ont pas de pouvoir. Fait que ça devient une espèce de cycle hyper étrange où parce que tout le monde se drogue, tout le monde se drogue. Parce que tout le monde ment ou est électoraliste, tout le monde ment et est électoraliste. Puis ça, je sais pas comment changer ça. Parce que c'est le nœud du problème de se faire écouter en recherche, c'est ça. C'est purement ça. C'est que tant que c'est avantageux pour un politicien d'être démagogue puis de nier la science, il va le faire. Puis ça prend des gens vraiment motivés. T'sais, moi, évidemment, j'ai mes affinités politiques, puis il y a des gens, je pense, qui sont plus proches de la science que d'autres en ce moment. Ouais. Mais tant est-ce qu'ils sont au pouvoir, par exemple? Exactement, voilà. Parce que c'est ça, j'allais dire, des gens à l'opposition qui disent toutes les affaires que tu veux entendre sont tout le temps là, mais quand ils switchent de bord, là, tu fais comme, OK. Est-ce qu'ils vont continuer à le dire quand ils vont être rendus au pouvoir aussi? C'est ça qu'on voit. Là, c'est parce que c'est des trucs que les libéraux disent maintenant que je suis comme absolument d'accord, mais quand ils étaient au pouvoir, zoup, pas de mention, on passe à autre chose. Fait que, ouais. En tout cas, moi, ma réponse personnelle, c'est je sais pas. Je sais pas comment on devrait rester motivé. Je sais que maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est plus avoir un impact dans ma vie locale. Ouais. Donner du temps à... On était en élection municipale, j'ai donné du temps à la candidate que je pensais qui ferait le plus de bien. J'essaie d'être présent pour les organismes autour de moi à travers l'art. T'sais, moi, je pense que l'art, c'est un des derniers bastions où on peut vraiment faire changer la vie des gens de manière saine. Mm-hmm. Fait que, mettons, moi, je fais de l'impro, c'est ma manière d'extérioriser ça. Mais je te dirais que est-ce que la recherche, ça a de quoi? Oui, ça en prend juste beaucoup. Puis je pense que c'est tough d'être la personne qui fait tout. T'sais, c'est tough d'être la personne qui fait ses 30 recherches pour qu'une des recherches pogne. T'sais. Ouais. Fait que heureusement, il y a plein de gens qui continuent à en faire, puis comme ils vont peut-être aussi s'épuiser, puis on va alterner dans un cycle de déprime et d'espoir éternel. Ouais. Je pense que la société va toujours produire assez de gens qui ont assez d'espoir, ou qui sont peut-être soit naïfs, soit assez motivés ou résilients, pour qu'il y ait ces gens-là qui se battent. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça, parce que moi, je suis dans un moment où j'ai plus cette résilience-là. J'espère un jour la retrouver. Mais ouais, je pense que c'est tough. Je pense qu'on est beaucoup dans notre situation à trouver ça très difficile à vivre. Ah ouais. Et ne jamais oublier que la société produit le même nombre de gens qui se suicident par année, peu importe ce qui se passe. Peu importe les circonstances particulières. Il y a Exactement. des grands mouvements. Faut se rappeler, c'est ça. Mettons, dans les années 90, il y a eu un grand mouvement de la QPS qui était super, puis ça a réduit le taux de suicide. Mais on a toujours à peu près le même nombre de suicides. Ouais, ça, c'est un peu bizarre. Toujours, Et on parle d'un choix individuel, mais étant donné que
t'es toujours en groupe, même quand t'es tout seul. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que... Au Japon, il y a année après année, à peu près exactement, mettons, 10 000 suicides. À quelques suicides près, mais c'est fou, il y a à peu près aucune variance. Puis là, c'est là où tu remarques que c'est ça, ces petits choix-là individuels qui ont l'air d'être, surtout le suicide qui est probablement la chose la plus individuelle qu'on peut concevoir. Finalement, ben, si elle est créée avec une telle constance, ben, c'est que t'es un produit de la société. Il y a rien qui est aussi constant de même dans la vie qui est pas produit de quelque chose. C'est fascinant pour vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que tu aimerais mentionner, un sujet qu'on n'a pas, une étude que tu aimerais que les gens sachent qu'il existe? Tous ces trucs-là là, que t'es comme, si seulement les gens savaient ça, si seulement les gens savaient ça. Ben, j'imagine que c'est ça. Moi, si j'avais étudié, quand on prenait une bière ensemble, je t'ai dit, man, j'ai raté mon calling. J'aurais dit, ben là, finalement, je découvre que non, là. Mais j'aurais dû étudier là-dedans. Ça m'intéresse au bout, tu sais, ce que tu fais, recenser toutes ces patentes-là. Puis je le fais à ma manière avec, tu sais, je fais mes propres stats, mes propres fichiers Excel, puis genre, je fais des jokes avec ça, ultimement, là. Mais tu le fais pour un objectif beaucoup plus noble et concret. Je pense que c'est, en fait, s'il y a une chose que je veux qui sort de ça, c'est justement pas. Il y a plein de recherches intéressantes, puis on en a parlé de plein en particulier dans le podcast, mais je pense que le truc qui va ressortir, c'est justement ça, c'est que je trouve que ce qu'on fait, c'est. Des fois, c'est un travail qui a l'air élitiste, puis des fois, on se prend pour les élites, puis c'est vraiment pas ça, puis je trouve que c'est au contraire allié avec justement, par exemple, tu sais, moi, quand je vais voir faire de l'humour, ou quand je fais de l'impro, tout ça, ça parle de la même chose, ça parle de la condition humaine. Ouais. Puis tout le monde a une intuition de c'est quoi être un humain parce qu'on l'est tous, puis on l'a vécu, puis on a vécu de la douleur, puis on a de l'empathie, puis tout ça. Puis je pense qu'il faut pas voir la science puis la sociologie, là dans mon cas, comme étant nécessairement la réponse aux questions morales, mais juste allez-y en essayant de vous informer pour après ça faire votre idée sur qu'est-ce qu'on devrait faire moralement. C'est quoi la sociologie dit c'est ça les choix, c'est ça les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait comme solution? Et après ça, c'est de regarder puis faire mon regard comme humain a autant de valeur que le sociologue une fois que j'ai pris ces informations. T'sais. Fait que c'est s'informer, mais pas non plus de abandonner tout choix moral. J'ai l'air d'avoir les mêmes talking points que les anti-vax. Ouais, j'aime ça. Mais dans les faits, ce processus-là est sain. Ce que je pense que les anti-vax font de mal, c'est justement il n'y a pas la confiance envers la science. Mais une fois que tu as la confiance en la science, ben là, après ça devient une question morale. Puis la question morale est débattable avec tout le monde parce que tout le monde est capable d'avoir un point de vue moral. Si tu as accès à toutes les mêmes informations, ça devient juste être honnête avec soi-même puis avec les autres. T'sais. Puis là, tu trouves la meilleure solution. T'sais. Fait que je pense que s'il y a une chose, puis pour moi, c'est ce que l'humour fait. C'est ce que vous faites quand vous jasez avec vos amis qui vont pas bien. C'est ce que tout le monde fait. Intuitivement, on veut comprendre la personne en face de nous. Mm-hmm. Fait que juste c'est le même travail qu'on fait. C'est ça mon point. S'il y a un point à sortir, je pense que le sociologue, que l'humoriste, que le chum de gars, que on fait tout le même travail. On essaie de comprendre l'autre puis de se positionner par rapport à ça puis d'avoir un course of action là-dedans. Ouais. Okay. Puis, je viens de trouver une affaire que je veux te parler avant qu'on raccroche. Raccrocher sur le web. Ouais, raccrocher sur le web. Avant qu'on ait. Mais là, t'es chez Ubisoft. Ouais. Tu fais quoi? C'est une bonne question. Hein? Nous, on travaille sur le laboratoire de recherche utilisateur. Fait que la recherche utilisateur, c'est toi, quand tu joues à des jeux vidéo, pour nous, là, pis je m'en excuse, là, t'es un rat de laboratoire. On regarde le monde jouer, on prend leurs impressions, leur vécu, avec leur bagage aussi. Chacun a un bagage de jeux vidéo précis, puis arrive là accompagné de ça. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gens dans la population générale. On a une base de données, mais c'est pas des pro-gamers nécessairement. On les fait jouer, on leur fait parler d'un concept. Bref, c'est toutes les mêmes tactiques que ce que je faisais avec, mettons, des gens qui consommaient de la drogue quand je voulais apprendre sur eux. Mais là, je veux parler de jeux vidéo. C'est exactement ce que moi je fais quand toi t'es assis dans la foule puis que je fais des jokes puis que je teste du matériel. Exactement. C'est la même chose. Tout du monde différent. Puis je garoche les affaires, puis je regarde la moyenne. Ça a une moyenne de rire positive. Cette joke-là reste, celle-là, elle s'en va. T'es un rat de laboratoire, mon gars. Exactement. Je pense que je suis pas tout seul, OK?
On est tous des rats. On est tous le rat de quelqu'un. Hey, on est tous le rat de quelqu'un, c'est ça qu'il faut retenir. Fait que ouais, nous, on regarde ça, puis on voit les types de joueurs, justement, parce qu'il y a des joueurs qui vont mieux réagir à certaines affaires que d'autres. Puis notre but, après ça, c'est qu'on dresse un portrait de ce que le jeu peut représenter aux différents types de gamers. On le donne aux développeurs, puis on leur dit, hey, voici l'information. À vous de faire ce que vous voulez avec votre jeu, là. Mais si vous prenez cette décision-là, on sait que ça va déplaire à tel type de joueur. Si vous prenez cette décision-là, on sait que ça, c'est fuck all clair. Personne ne comprend ce que vous voulez dire. Personne ne comprend les règles de votre univers. Fait que ça, ben, faites ce que vous voulez, là. Nous, on n'est pas là pour, justement, c'est encore là, on n'est pas là pour recommander une solution. On est toujours là juste pour dire, ça, c'est un problème. Puis tu peux pas me dire qu'il n'existe pas. Ça, c'est le travail de la science. Le problème existe. T'as pas le droit de me dire que ça n'existe pas. Ta solution peut pas être, c'est pas un problème qui existe. Parce qu'on a la preuve, tu sais. Okay. Fait que nous, c'est ça. On trouve des problèmes ou des fois des super bonnes choses aussi. Des fois, c'est comme tout le monde adore, bravo, vous êtes merveilleux, on vous aime. Okay. Mais c'est d'arriver avec ces informations-là, que ce soit des observations objectives, des analyses pertinentes, puis comme faire, ben là, vous avez de l'info. Parce que sinon, c'est un travail, ben c'est l'équivalent de roder, en fait. C'est 100% l'équivalent de roder. On rode un jeu vidéo. Okay. Mais en tentant le pouls chez les gens. Mais as-tu des exemples concrets de choses que tu calcules, de trucs que tu vas faire? OK, on découvre que ça, donc on l'a dit aux développeurs, puis ils ont ajusté, puis finalement, ça donne ça. Genre. Okay. Je sais pas s'il y a de la confidentialité là-dedans. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me poser la question de qu'est-ce que je peux dire, parce que j'ai des exemples concrets, mais ça, je pense que je peux. Mais je vais créer un exemple fictif. C'est ça, j'allais dire. Je vais prendre un jeu d'une autre compagnie. C'est correct. God of War, ils ont refait un jeu il y a quelques années, flagship PS4, ils ont changé complètement le style de jeu. Okay. Eux, dans leur test, un des problèmes qu'ils avaient, c'est t'as Kratos qui est le dieu de la guerre, puis il traîne avec son enfant. Ils sont comme, on sait pas quoi faire à l'enfant. Genre, on n'a aucune idée, tu sais. Peux-tu mourir? C'est-tu plate s'il meurt? C'est-tu weird? Là, eux, ils ont passé 1 an à juste genre faire rentrer du monde, tu sais, comme qu'est-ce que tu penses du kid là? Ah, ok, là on l'a fait faire, il tire tout seul, il se bat tout seul. Ouais, ben moi j'ai haï ça parce que j'ai comme juste l'impression que comme un dude random qui fait le travail à ma place. Ah, ok, bon, ben c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Puis là, ils sont mis à mettre, mettons, le joueur contrôle. Puis là, c'était trop compliqué. Parce que là, j'ai déjà un truc, je suis pas capable de tout voir, blablabla. Puis là, finalement, ils ont décidé à la fin, quand ça fonctionne, si tu contrôles une partie des actions, une autre partie de l'action du personnage est automatisée. OK. Fait qu'ils sont arrivés là, ils savaient pas trop comment ça allait être pris. Puis là, au fur et à mesure de tests, ils ont fait, OK, ben ça, c'est trop problématique, on peut pas faire ça. Ça, c'est trop problématique, on peut pas faire ça. Puis de solution en solution, ils ont fait, ah ben ça, je pense qu'on est arrivé à un point où c'est plaisant, où ça empêche pas le joueur de vivre l'expérience qu'il a à vivre. Puis ça fit aussi avec la thématique de relation père-fils qui grandit et devient meilleure. Parce que les jeux vidéo maintenant racontent des belles histoires. Les jeux vidéo racontent des plus belles histoires, je trouve, qu'au cinéma maintenant. Là. Ben oui. Les writers de jeux sont rendus, les histoires sont plus riches, ont plus de twists, sont plus intéressantes. Ça recrute beaucoup de writers qui sont habitués de faire de la TV puis du cinéma, puis qui ont plus de liberté, anyway, en TV et en cinéma. Il y en a presque plus de liberté. Puis dans le jeu vidéo, ils sont comme éclate-toi, vas-y. Là. Ah ouais, man, ils sont comme garde-toi. En fait, c'est ça qui va faire que ça va vendre, tu sais. Parce que là, ils se sentent libres, tu sais. Mais ouais. Fait que là, ils ont étudié ça. Fait que là, c'est les testeurs de jeux, dans le fond. Fait que nous, on a le petit laboratoire avec le miroir sans teint, là. Tes joueurs jouent, tu regardes en arrière, tu peux avoir les producteurs des jeux, les développeurs qui observent en même temps. Et on a toujours quelqu'un avec eux parce qu'il faut pas non plus que les gens interprètent seuls, parce que c'est ça notre travail aussi de faire. Hey, tu peux pas prendre un truc que tu as vu pendant 1 seconde et dire faut que je change ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait aussi un travail de on remet un rapport. T'sais. Prenez ce qu'il y a dans le rapport. Prenez pas genre une image que vous avez vue quelque part. Ouais. Fait que ça, c'est notre travail de juste comme développer la manière de roder le jeu. Puis après ça, laisser. Fait que c'est ça. C'est comme si moi, j'allais roder tes blagues, puis après ça, je te disais, ça n'a pas marché. Mais c'est toi qui écris quand même les blagues pour les remplacer. T'sais. Ouais. Fait que tu peux le faire, mais il y a des bonnes chances que ça marche pas parce que ça marche pas. Genre. Ouais, c'est ça. Puis voici pourquoi. Puis là, en plus, nous, on a des entrevues qualitatives versus quantitatives. Je peux te dire combien de fois le gars est mort à tel boss. Mais moi, quand je vais y parler après, je vais savoir qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui meurt 100 fois contre un boss, peut-être qu'il a adoré son expérience. Je sais pas. Okay. Je peux pas te dire. Mais si je demande, puis il dit « Ouais, c'était malade, man! » Comme genre, à chaque fois, j'étais comme tellement proche, puis je veux l'avoir. Puis là, quand je l'ai eu, je trouvais ça malade, tu sais.
ou versus chaque seconde était un enfer, je me sentais comme genre pris là, j'avais juste envie de partir, puis ça m'a pris 2 heures. T'sais. Ah ben ok. Ben, techniquement, c'est le même comportement, c'est le même chiffre, il est mort 100 fois devant un boss. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on va dans le qualitatif. OK. Ah, c'est malade. Hey, merci énormément d'avoir pris le temps de faire cet épisode-là. Ben man, c'était super smart à toi de m'inviter. C'était cool de chiller chez nous, chez vous. Ben oui, quand on a pris à la bière, j'étais jasé, puis j'ai fait comme, man, c'est trop hot, là, faut que tu me jases de ça. Puis t'as vraiment, je trouve que t'as un beau recul face à ça, t'as une belle humilité de, tu sais, oui, moi je suis plus à gauche, mais il y a de la merde aussi à gauche, puis c'est important de le savoir, de se le répéter, de ne pas comme tomber dans le piège de se dire mon équipe est meilleure que l'autre équipe, gna. Que ta rigueur scientifique soit plus importante que ton allégeance politique. Toujours. Ben, l'ego versus le but, hein. C'est tout le temps ça la grande question. Là. C'est-tu moi ou c'est ce que je fais? Ben, ce que tu fais est techniquement plus important que toi. Là, ouais. Ça, je pense que c'est une vérité que beaucoup de gens ont de la misère à comprendre. Qui est dur à défaire aussi, c'est pas de leur faute, là. Ben oui. Faites-en pas, si vous êtes de même, vous êtes un produit de votre environnement, fait que c'est pas de votre faute. Ouais, blâmez tout le monde que vous avez croisé. C'est ça qu'on se parle la semaine passée. On sait tous les deux, là, on est nécessairement un peu narcissique, tu sais. Tout le monde. Tout le monde, là, c'est normal. Là. C'est comme ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux ramener à moi. J'ai de l'empathie si ça pourrait être moi. Si c'est proche de moi, c'est comme. Oh ouais. On est tous de même. Fait que tu sais, écoute, c'est le travail d'une vie ou d'une thérapeute, là. C'est un des deux. Mais on pense qu'on est tous dans cette condition-là, puis c'est juste de faire le petit bout de chemin qu'on peut, puis. Ouais. On a fait un beau bout de chemin avec toi. Yes. C'est que je conclue bien ça. C'était bon, man. On a fait un beau bout de chemin avec toi. Merci de nous avoir accompagnés sur ce beau voyage de technologie. C'est la petite conclusion poche dont on va en pause. Faut qu'on rappe, là. Non, mais sérieusement, c'était super intéressant. Merci full. Puis, y a-tu un endroit où, je sais pas si t'as pas de médias sociaux parce que j'ai pas Facebook, mais je veux dire, tu promouvois rien. J'ai des shows d'impro, mais c'est pas ça dont on a parlé à soir. Là. Vous voulez aller voir Vox Populi, c'est de l'impro à Québec. C'est du long form, là, c'est pas du match d'impro. Là, fait que c'est mettons, une impro d'une heure, on est une gang, c'est bien le fun. Ça se prend pas plus au sérieux qu'il faut, mais ça se prend assez au sérieux pour faire un bon show. Ouais. Moi, je serais curieux de voir un show d'impro d'un gars qui en connaît autant sur la condition humaine que toi, puis les dynamiques entre les individus. Wow, parce que ça influence les choix que tu dois faire artistiquement sur scène quand tu comprends les dynamiques puis tu fais j'ai quelqu'un en avant qui a tel type de personnalité puis t'es comme mais attends, moi je sais que si je mets cette personne-là devant lui, ça crée des conflits puis on peut aller quelque part avec ça, tu sais. Ça doit nourrir ce que ton impro veut pas. Puis notre show en plus est basé sur une entrevue qu'on fait avec quelqu'un au hasard dans le public. OK. On apprend à connaître la personne, on fait un show, on s'inspire de sa vie, de ses struggles des fois, là, tu sais. Puis, c'est un truc, c'est une dynamique assez constante dans ma vie de juste s'intéresser à l'autre, là. J'ai vécu pas mal de temps avec moi-même. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça, là, si les autres peuvent parler, ça serait le fun. Je pense que j'ai fait le tour de m'écouter parler, là. Ouais. J'ai après 1h30 de moi qui dis des affaires, mais ouais. Ah, très nice. OK, fait que l'impro, Vox Populi. Ouais. Puis si vous voulez voir de la sociologie... Ah oui, tes études sont-ils disponibles à quelque part, ce que t'as fait? Oui, techniquement, vous pouvez aller voir, écoute, sur... si vous tapez, par exemple, discrimination raciale à l'embauche chez la population maghrébine, vous allez pouvoir voir que Dr Jean-Philippe Beauregard, Gabriel Artaud et Renaud Drolet ont écrit un super bel article là-dessus. Vous pouvez aller voir Laboratoire de recherche de sociologie de l'Université Laval. Si vous vous intéressez à la situation des conjoints et conjointes de gens en dépendance à l'alcool et aux drogues. Fait que ce genre de choses-là, si ça vous intéresse, c'est ce que j'ai écrit, qui est disponible. C'est des rapports complets. Vous avez 140 pages de temps à mettre sur quelque chose. Ouais. Ah, c'est vrai, tu as fait une étude sur l'entourage des alcooliques. Ouais. C'est vrai, ça, on pourrait en parler en long et en large, mais je pense que je vais garder ça pour une autre fois. OK. All right. Je vais essayer de trouver un moment où ça fit de genre... Parce que ça, tu m'en as parlé, puis c'était fascinant, tout ce que tu as découvert là-dessus.
Là, faut qu'on se laisse. Là, Une heure et demie. ça pue d'allure, là. Ça a plus d'allure. C'est fini, toi puis moi. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Faut que j'aille jouer au hockey. Je comprends, man. Va jouer au hockey, puis merci encore pour... Non, sérieusement, c'était écœurant. Merci beaucoup. Fait que les gens écrivaient en dessous si vous avez aimé ça. Tu choisis un mot. J'aime ça, que tu choisisses un mot pour savoir si les gens l'écoutent jusqu'à la fin. Puis ils le commentent en dessous après. Ok, fait que moi, je dis un mot là. Choisis un mot que tu veux. Croustillant. Parfait. Croustillant, ça sera. Si tu l'écoutes jusqu'à la fin, écris croustillant dans les commentaires. Ben, merci, Gabriel. Merci, bébé, man. Ciao. Ciao.